Merci beaucoup à tous et à toutes d'être là. Donc vous avez bien compris, nous sommes dans un cycle de conférences et nous avons le plaisir ce soir d'entamer la deuxième conférence sur les questions du rôle de l'ingénieur dans le projet, la recherche en lien avec les activités d'une agence et aussi le rôle de l'enseignement en lien aussi avec d'une part une activité d'agence et d'autre part la recherche. Donc vous voyez, il y a une sorte de triangle en fait sur lequel en fait on va refléter ensemble et où le projet est souvent le lieu commun ou le trait rouge à travers toutes ces différentes, les multiples casquettes aussi que certaines personnes portent ici dans la salle. Justement, ce fameux triangle, je pense que Jean-Christophe, vous avez toute une réflexion là-dessus. J'aimerais bien vous donner la parole pour nous en parler plus. Merci beaucoup. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, Madame la vice-doyenne, Monsieur l'enseignant et celui qui prend des responsabilités aujourd'hui au sein de la faculté d'architecture, cher Vincent, chère Lisa, chère classe. Écoutez, je suis très heureux d'avoir fait un petit voyage pour venir vous parler ce soir et vous parler de sujets que nous avons en commun et que nous pouvons peut-être expérimenter. Et j'avais envie donc de commencer à essayer de répondre à votre question. Vous nous avez un peu guidés en nous demandant de réfléchir à la façon dont nous trouvions des liens entre l'enseignement, la pratique et la recherche. Donc je suis un petit gars sérieux, j'ai pris ça à bras-le-corps et j'ai essayé de construire une réponse. Et on va essayer de la construire avec classe, un peu en 3 temps. Je vais commencer en vous parlant beaucoup de culture de projet et en essayant de partager avec vous ce en quoi la culture de projet elle est fait un élément de haut potentiel pour faire converger ces 3 thèmes. C'est la culture de projet qui est peut-être un des moyens les plus efficaces pour trouver ce chemin de convergence entre la pratique, l'enseignement et la recherche. Donc dans un premier temps, je vais vous parler un peu de culture de projet. Et puis, classe va enchaîner avec sa culture d'ingénieur, et qui est aussi une culture de projet. Et puis, on se rejoindra sur un projet qu'on a en commun, qui est une prospective un peu étrange, un peu forte, on pourrait dire peut-être audacieuse, questionnante, qui fera sûrement débat, mais qu'on avait envie de partager avec vous. Donc voilà un peu comment on se proposait de structurer. Alors, je vous l'ai dit, il me semble que derrière la question que vous me posiez, il y a cette grande notion de culture de projet. Cette notion de culture de projet, j'en ai pris moi conscience lorsque j'ai pris la direction de Versailles, mais il y avait un petit événement, qui arrive souvent quand on prend quelques responsabilités, c'est qu'on a des visites de courtoisie. Et si j'étais sûr d'une chose, c'est que au sein d'une école d'architecture, qu'elle soit en France, qu'elle soit en Belgique, en Europe, on est tous dépositaires de quelque chose d'extrêmement précieux qui est la culture de projet. Culture de projet qui nous permet, en toutes circonstances, d'analyser, de problématiser, de concevoir, d'agir, de convaincre, de rassembler du monde. Mais j'avais pas mesuré que cette culture de projet, finalement, elle allait bien au-delà du périmètre qui était le nôtre au sein d'une école, celui de la conception architecturale, de la conception urbaine, peut-être de la conception des territoires, mais qu'elle nous permettait d'envisager et d'aller beaucoup plus loin. Et le déclic, c'est donc des directeurs, des présidents d'universités, de très grandes écoles nationales supérieures en France, comme l'ESSEC, comme par exemple Normal Sup, des gens qui m'appellent et qui me disent « mais vous avez une culture de projet qu'on n'a pas, et je voudrais apprendre avec vous cette culture de projet. » Donc ça, évidemment, ça me met la puce à l'oreille, et donc avec vous, j'essaye peut-être d'aller un peu plus loin sur ce sujet, et de voir en quoi cette culture de projet, on peut peut-être essayer de la définir. Alors c'est un peu à la hache, c'est une prise de risque, on débattra, vous serez peut-être pas toujours d'accord avec moi, mais voilà, ça nous permettra d'en discuter. La culture de projet, c'est finalement une convergence de 3 cultures. Une culture d'action, une culture d'altérité
et une culture de discipline. Et si vous regardez ça d'un peu plus près, on sent le potentiel de cette culture pour être au monde, pour être dans l'action, donc pour être avec les autres et pour être avec soi et avec sa discipline. Si on regarde d'un peu plus près, la culture d'action, c'est évidemment une culture, et vous apprenez, étudiantes et étudiants en ce moment, à la parcourir, à la construire à travers la question de la conception. Mais c'est aussi une culture de dessin, c'est une culture d'analyse, c'est une culture de problématisation. Donc ça aide à problématiser, mais ça aide aussi à partager, ça aide aussi à administrer, ça aide aussi à diriger. Puis la culture de projet, c'est aussi, en même temps, simultanément, c'est une culture d'altérité. Sur ce petit dessin, vous voyez en bas, que finalement l'altérité, vous la connaissez déjà, vous l'éprouvez déjà en faisant du projet, c'est que vous allez rendre des comptes à des gens très différents. Vous allez vivre des transversalités très différentes. Vous allez vivre des transversalités disciplinaires, vous allez vivre des transversalités, j'en ai noté quelques-unes, scalaires, vous allez penser à différentes échelles, vous allez aussi, progressivement, vous le verrez quand vous devenez architecte, vous vivez des transversalités institutionnelles, vous vivez des transversalités temporelles, c'est-à-dire que vous êtes à la fois avec l'héritage, vous êtes au présent et puis vous êtes dans la prospective, vous êtes à la fois dans les transversalités générationnelles, vous rendez des comptes à des gens plus jeunes que vous parce que vous leur expliquez vos projets, mais vous rendez des comptes à des gens beaucoup plus âgés. Et on verra comment ces transversalités, d'une certaine façon, elles aident, en les assumant, à construire des projets d'établissement qui sont remarquables en accueil, justement, de cette altérité. Des transversalités territoriales. Aujourd'hui, je suis ici avec vous, en ayant fait ce voyage depuis Paris. Les transversalités culturelles, c'est assez évident. Et puis, très important, ce qui fonde cette culture de projet, c'est notre culture disciplinaire. Évidemment, tout architecte, à un moment donné, va être invité à questionner les ressources propres de l'architecture. Qu'est-ce que la pièce? Qu'est-ce que le plan? Qu'est-ce que la coupe? Qu'est-ce que s'intégrer dans un site? Qu'est-ce qu'un programme? Et évidemment, ça s'accompagne de toute une culture qu'on construit dans le temps, qui est une culture architecturale. Donc, ce que je voulais essayer d'exprimer par ce schéma, c'est que dans notre construction, nous sommes tous invités, en tant qu'architectes, à construire une culture de projet unique. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement précieux, ça va expliquer la suite de cette intervention, c'est que si on pense que la responsabilité de chacun ici, c'est de se construire à travers cette culture de projet, sa culture de projet, pour être correctement au monde, dans ses engagements, dans ses volontés de le transformer, eh bien, ça veut dire que sûrement, un des critères pour construire une école, ça va être de mettre en avant, d'inviter les enseignants à analyser, construire, amplifier leur culture de projet pour qu'elle devienne une culture d'enseignement. Alors, si on pense comme ça, on voit aussi ce schéma exprime aussi autre chose. C'est que si vous êtes dans la transversalité, si vous êtes dans l'action, vous vous rendez compte que être dans la transversalité, ça invite à revenir à la force de votre discipline. C'est-à-dire qu'être avec les autres, évidemment, nous invite en tant qu'architecte à revenir des fois à ce qu'on avait un peu perdu, peut-être un peu moins en Belgique, mais en France c'était très clairement le cas, d'utiliser les ressources propres pour explorer l'architecture, pour faire de la recherche, pour que la pratique et la recherche convergent justement dans le fait d'être en atelier et d'explorer l'architecture. Alors, je viens de vous le dire, je vais vous parler en deuxième temps de la façon dont, à l'École nationale supérieure d'architecture de Versailles, on a créé un terrain pour recevoir des cultures de projet très différentes, pour accepter des altérités très fortes, pour être avec des gens qui finalement ne pensent pas de la même façon, n'ont pas construit leur culture de projet de la même façon, mais viennent la partager au sein d'une école. Donc c'est une école qui est pas du tout dans un format d'idéologie, et qui a d'ailleurs du mal à dire quels sont les sujets les plus importants, mais qui par contre assure une place pour ces cultures de projet.
Alors, on n'est jamais mieux servi que par soi-même, donc je vais commencer par exprimer une culture de projet, moi celle que j'ai construite. Et comme je viens de l'évoquer, elle se base sur un retour aux ressources propres de l'architecture et dire que pratiquer l'architecture, concevoir, ça peut être un terrain où simultanément on est dans la recherche. C'est là où il y a le premier lien le plus fort, c'est-à-dire prendre les ressources de l'architecture, comme on voit ici par exemple la question de la pièce, on verra après comme la question du plan, prendre simplement ces questions et les explorer en tant qu'architecte à travers toutes les autres questions que portent les autres disciplines, mais au moment où on agit, on fait converger pratique et recherche en regardant ces points. Donc ce qui me préoccupe, c'est par exemple la façon dont la pièce est le premier endroit à échelle humaine pour penser l'architecture. C'est la plus petite chose, le plus petit dénominateur commun à l'échelle du corps qui permet de questionner l'architecture. À partir de là. C'est évidemment une idée assez canienne, c'est pas très original. Donc penser à partir de la pièce, c'est penser à partir du plan et de la coupe qui forment ces pièces, qui leur donnent une identité, qui leur donnent une unité, et qui peut être un point de départ de réflexion. Si on démarre comme ça, je vais aller assez vite, si on démarre comme ça questionne évidemment la façon de rapprocher les pièces entre elles. J'évoquais Kahn il y a un instant. Kahn disait le plan est une société de pièces. Une société, c'est un projet commun. Donc, comment rapprocher les pièces entre elles? Eh ben, c'est un travail de recherche et de pratique permanent de mon agence depuis 20 ans. Et ça donne ces plans, vous voyez, que vous venez de voir là, il y a un instant, qui sont toujours des plans déduits d'un assemblage de pièces où les pièces sont vues comme des entités quasi autonomes, des petites entités à toute fin utile, qu'on assemble en fonction de stratégie. Et cet assemblage ressemble furieusement à une suite de pièces. Ça donne par exemple pour une maison en Corse, des pièces qui peuvent tenir des salons, des chambres, des séjours. Vous voyez que chaque pièce qui va apparaître là a une pointe, donc c'est une ouverture vers la nature, qui cadre une montagne spécifique. Chaque pièce est réfléchie comme le prolongement l'une de l'autre, des fois très connectées, des fois moins connectées. Il y a des partitions ou pas. Chaque pièce a une ouverture dans sa diagonale qui crée un lien très fort aux montagnes du site. Les pièces s'ajoutent, ça c'est des petites pièces pour plus pudibondes, pour le dire comme ça, c'est des pièces d'eau où le corps est plus protégé, jusqu'à une dernière pièce qui est à la fois un jardin, un patio et une sorte de loggia. L'ensemble a cette épaisseur construite, assumée, massive. C'est un petit projet en Corse qui réutilise l'archétype de la maison construite massivement avec des percements. Là, voilà donc le plan qui apparaît et qui a additionné toutes ces pièces, toutes orientées donc vers les différentes montagnes du site. La toiture et les faîtières confirment, donc c'est bien une pensée par la recherche, par la ressource de l'architecture qui est la pièce, pour aboutir à un projet que vous voyez là, construit donc en Corse il y a quelques années, qui est une petite maison qui amplifie la relation de ses usagers avec l'environnement. L'architecture n'est pas là pour se couper du monde, mais au contraire pour construire cette petite démarche, cette petite expérience existentielle amplifiée avec l'environnement. Et voilà donc la façon dont ces pièces se connectent les unes aux autres, s'enchaînent dans des perspectives. Vous voyez les petites faîtières en haut en bois qui confirment la direction d'ouverture vers la nature. Un autre exemple, faire converger cette question de pratique et cette question de recherche, c'est prendre tous les projets, par exemple un concours à Bordeaux, où on explore un bâtiment de 22 mètres par de 22 mètres, une question de densité, comment habiter la densité, comment mettre de la qualité dans la densité, comment on pense que chaque pièce est unique, que chaque pièce doit être pensée, que chaque pièce est la source d'une réflexion, d'une recherche. Et bien là, vous voyez par exemple dans ce projet, l'entrée, un petit vestibule, un séjour, tout ça qui peuvent devenir des pièces à toute fin utile, autre que l'usage que vous voyez représenté là, et qui crée une diagonale pour l'autre appartement dans l'autre sens, une troisième et une quatrième diagonale. Ensuite, les petites pièces d'eau avec les toilettes et les WC, et ensuite une autre série de pièces,
Là aussi, pour rassurer tout le monde, on les a nommés par leurs usages, chambre, bureau, cuisine, mais on pourrait très bien imaginer qu'elles sont extrêmement libres. Évidemment, l'épaisseur qui est constructive, et vous voyez que cette pensée de la recherche par le projet, la recherche par la pièce, à travers la pratique, c'est-à-dire que là c'est un concours lambda avec un promoteur dans un site à Bordeaux, et ben, c'est l'occasion d'essayer voilà, de parcourir, explorer notre discipline en proposant des typologies qui défendent des qualités d'habitabilité fortes, toujours avec cette relation à la lumière, à l'usage et au monde. Un autre petit exemple rapide, vous savez que la maîtrise de la mesure, la maîtrise de l'ergonomie, c'est aussi une question de culture disciplinaire de l'architecte, on peut les explorer. Et là, par exemple, on se proposait dans un gros concours parisien d'explorer la compacité de typologie en partant de pièces pentagonales et en regardant comment un salon, une salle de bain aussi, petites chambres, des chambres pentagonales, d'autres chambres pentagonales, des salles de bain pentagonales pouvaient s'assembler en évitant en essayant de gaspiller le moins de surface, le moins de dégagement possible, pour finir par une figure très compacte, dans un bâtiment très épais, mais grâce aux cellules pentagonales qui se creusent, vous voyez, donc qui créent une échelle plus domestique dans ce grand bâtiment, et qui fait que à la fin, voilà donc l'entrée, le petit vestibule, avec toutes les pièces qui sont connectées dessus. Voilà un séjour dans lequel la porte de la chambre est ouverte sur une porte, sur une fenêtre extérieure. Voilà la même chambre qui donne sur le séjour et qui donne sur une fenêtre du séjour par sa porte et qui crée des dilatations spatiales. Donc c'est bien la convergence d'une recherche et d'une pratique simultanée et qui est à chaque fois, je dirais, déployée, là dans un concours public cette fois-ci, à Paris. Et là, c'est Christ et Gantebagne qui ont gagné ce concours et qui l'ont livré, qui est publié, je crois, pour la première fois la semaine dernière. Et voilà, par exemple, une petite salle de bain. Quand je disais, on pense par la pièce, il n'y a plus de pièce de rebut. Il n'y a pas la petite pièce qui reste à la fin. Tout est invité à être pensé, transcendé. Et voilà, vous voyez que la salle de bain avec ce fameux rond PMR d'1,50 m, je pense que ça marche peut-être pareil en Belgique. Nous, donc en France, on a des contraintes extrêmes à surmonter pour pouvoir dessiner le logement. Et bien, ces recherches permettent de surmonter la norme, le standard, et je dirais même la technocratie. Je continue. Cette culture de projet que je partage avec vous, elle existe et elle fait converger la pratique et la recherche aussi à travers l'exploration de la forme. Je vous montre un petit sujet typiquement parisien, petit concours entre deux bâtiments parisiens qui ne sont pas alignés. Mais si vous êtes à Paris, vous le savez, à Paris, c'est l'éloge de la rue, c'est la rue qui définit Paris. C'est la continuité, c'est une ville très tissée, très douce. Donc faire un projet à Paris, faire un projet de logement, c'est un projet qui disparaît dans ce tissu parisien et qui fait l'éloge de la rue. Ben, si vous avez deux façades qui ne sont pas côte à côte, c'est pas si simple. Si vous croyez dans la forme architecturale comme une ressource à explorer pour résoudre un problème typiquement urbain, ben vous avez une ressource. Donc pas la forme plastique, pas la forme cinématographique, pas d'autres formes, la forme architecturale. Et là, par exemple, vous la voyez arriver à travers ce petit schéma en se posant des questions très simples. Comment passer d'une façade à l'autre le plus doucement possible pour faire l'éloge de la rue? Ben, si vous faites en biais, on sent que ça va être assez maladroit dans la rue. Si vous faites droit, c'est le deuxième et la troisième, ben vous avez forcément une bosse qui apparaît quelque part. Puis on a eu cette intuition de se dire, ben peut-être si on passe doucement en courbe de l'un à l'autre, eh bien on va réussir à faire l'éloge de cette continuité. Et enfin, si on adapte ces courbes à la réalité du plan qui est de l'autre côté, c'est-à-dire, là on ne le voit pas, mais il y a 3 pièces, eh bien ça devient 3 courbes. Donc on a déduit la forme. La forme n'était pas une forme a priori, c'est une forme qu'on a recherchée. Donc la pratique et la recherche là aussi convergent grâce à cette confiance dans la forme. Et donc ça crée une chose, c'est que d'un seul coup, on met en forme le bâtiment, il est en pierre, donc on fait toute la stéréotomie de la pierre dans la suite de ce mouvement de ces 3 courbes, vous le voyez là en
avec ses dessins de stéréotomie, et puis, si ça passe. Voilà, vous le voyez dans la rue. Et là, quand vous voyez ce projet, eh bien, vous voyez plus la différence entre les deux plans de façade à gauche et à droite, et il fait cette continuité douce. Et ce projet, il a atteint un équilibre, nous en tout cas, qui nous intéressait, qui était de dire qu'il est à la fois, quand vous êtes face à lui, dans une existence, il a du caractère, mais dès que vous vous éloignez un peu, il disparaît, vous allez le voir, il disparaît dans la rue. On ne le voit plus du tout. Donc, en ce sens, pour moi, il est très parisien. Et en même temps, cette forme déduite, eh bien, elle a provoqué des qualités, gérées du caractère, puis des qualités d'habitation, des terrasses qui sont légèrement segmentées, qui permettent d'avoir différents coins pour habiter, pour s'installer. Et en même temps, quand, évidemment, je parlais du plan tout à l'heure, vous voyez les pièces qui sont assemblées de telle façon que lorsque vous êtes au cœur du bâtiment, vous avez des diagonales de vide qui s'assemblent et qui vont jusqu'à la rue. Presque on pourrait dire que c'est une sorte d'oriel, une sorte de bow window géant qui fait que l'assemblage précis des géométries dilate une nouvelle fois l'espace. Dernier point sur cette culture de projet avant de passer à l'école d'architecture, je voulais partager avec vous le fait que il y a une autre transversalité très forte dans cette culture qui lie très profondément la question de l'enseignement, la question de la recherche et la question de la pratique. C'est de pratiquer le dessin et la maquette. Et pour moi, je considère que on est tous un peu intello quand on fait la conception. Et d'une certaine manière, on peut tous faire croire. Intellectuellement, on peut s'inventer toutes les raisons pour croire qu'on a bien fait. Mais il y a des outils qui nous permettent de nous démasquer. Et d'une certaine façon, dans cette culture de projet, pour moi, il y a le dessin et la maquette. Et le dessin, ça aide pour voir, ça aide pour concevoir, et ça aide pour faire voir. Donc, petits exemples en parallèle. Évidemment, quand vous êtes au monde, on croit voir le monde, mais en fait, on a un regard très très superficiel. Quand vous le dessinez, là par exemple, c'est une petite maison au Havre d'un riche marchand qui a un plan et une coupe absolument stupéfiante. Quand vous la visitez, vous dites c'est absolument génial. Je vous assure que c'est en dessinant qu'on comprend les décisions et les interactions purement conceptuelles qui ont permis de produire un plan aussi incroyable. De la même façon, en maquette, là, nous à l'agence on fait de très grandes maquettes, au 15e, par exemple ici, une fois que le projet est très très avancé, pour le tester quasiment constructivement et pour voir, encore une fois, si on ne se ment pas un peu, on ne se fait pas croire à certaines qualités ou d'autres. Ensuite, là c'est plutôt le dessin et la maquette pour concevoir. Donc évidemment, alors moi je fais partie de ces architectes qui dessinent énormément, oui, les carnets Moleskine, où le dessin est aussi le moyen de se retrouver avec soi, concentré avec sa discipline, d'envisager et surtout de dédramatiser. Quand vous dessinez, vous pouvez tout dessiner, vous avez le droit de faire des erreurs, vous avez le droit de douter, vous avez le droit de tout envisager, vous avez le droit de tout dessiner. Et ça fait bien, c'est bien d'avoir un lieu où on peut le faire, pour ensuite l'évaluer. Pareil en maquette, il y a un temps où la maquette est une maquette une maquette d'étude très très légère, c'est la maquette pour concevoir. Et elle permet de faire toutes les hypothèses, et elle permet d'organiser cet espace où on peut se tromper. Puis enfin, il y a le dessin et la maquette pour faire voir, pour partager. Et là, c'est d'autres dessins et c'est d'autres maquettes. C'est-à-dire que là, on essaye de partager avec d'autres cette culture, et donc on s'invente des règles, on s'invente des manières de faire. Donc là, vous avez par exemple un dessin qu'on fait souvent, parce que moi je pense que quand on se pose certaines questions très disciplinaires sur l'architecture, on arrive à produire des architectures très étranges, et cette étrangeté est une expérience immédiate d'architecture très forte. Et j'essaye de la raconter à travers certains dessins. Donc là, c'est à la fois un plan, une coupe et une axonométrie. Et d'une certaine manière, ça révèle l'étrangeté des projets. Puis à côté, vous avez évidemment des maquettes qui là sont choisies pour révéler une partie de cette étrangeté et pour la partager avec tout le monde, pour le plaisir d'être dans l'expérience de l'architecture. Donc voilà, tout ça pour dire, avant d'arriver à la question de l'école d'architecture et de comment on manœuvre avec cette culture de projet l'école d'architecture. Je vous le disais il y a un instant, j'ai pris la direction de l'école d'architecture de Versailles il y a bientôt une dizaine d'années, pas encore, j'ai arrondi.
Mais la première chose que je me suis dite, c'est que il fallait absolument faire de l'école d'architecture un lieu dans lequel on accueille des cultures de projet assumées, diverses et assumées. Ça crée des frictions, ça crée des malentendus, ça crée des controverses, ça crée du débat, mais notre critère, c'est de dire on accueille des gens qui ont des points de vue qui convergent, qui sont exprimés à travers de la pratique, à travers de l'enseignement et à travers de la recherche. Et on cherche des points de vue et des cultures plutôt contrastées. La première chose que j'ai faite, quand je suis arrivé à Versailles, donc on hérite de la petite écurie du château de Versailles, qui n'a de petite que le nom, construit par Mansart au XVIIe siècle. Magnifique projet, très très audacieux, avec une forme absolument incroyable, entièrement tournée vers le château pour faire l'éloge du château, avec cette forme de courbe. Et c'était une école complètement cadenassée, une école physiquement satellisée. Laboratoire d'un côté, administration de l'autre, étudiants d'un autre côté, etc. Et c'était une école aussi qui était complètement jalonnée, cloisonnée. Donc la première chose que j'ai faite, c'est d'entraîner, de convoquer tout le monde et de dire on va tout décloisonner et on va mettre tout le monde sur ce grand plateau haut. On va mettre l'administration, la médiathèque, le laboratoire, les salles polyvalentes pour les étudiants et on va faire monter tout le monde là-haut. La deuxième chose qu'on a faite, c'est de prendre les lieux tels qu'ils étaient et de profondément les regarder pour ce qu'ils étaient. Encore calme, on leur a demandé ce qu'ils désiraient et ils nous ont répondu qu'on désire faire un grand Fab Lab branché sur les grandes, les grands espaces ouverts que vous voyez en blanc là sur ce plan. Et donc la première chose qu'on a faite, c'est équiper ces lieux pour les mettre en relation immédiate avec les grandes cours de l'école. C'était des grandes places de parking qui sont devenues des grands lieux d'expérimentation destinés à tous les enseignants pour monter toutes sortes de projets. Les classes vous en parlera amplement et vous montrera comment il défigure régulièrement ces lieux, voilà, et comment il met tout le monde sur les nerfs à l'école en occupant ces espaces. Après, très concrètement, cette culture de projet que j'évoquais, qui est une culture de transversalité, elle se concrétise de façon, elle nous donne les moyens de se concrétiser. Elle nous donne quelque chose que je ne soupçonnais pas. Les technocraties, elles sont très très violentes, pour le dire comme ça, partout, j'imagine en Belgique. En France, je pense qu'on est un peu les champions du monde de la technocratie. Et bien la culture de projet, elle permet de rassembler tout le monde derrière un projet qu'on sait représenter. Parce que c'est notre culture de savoir représenter un projet. Et donc de partager le sens à travers des images fortes, et du coup de fédérer, de convaincre, et d'entraîner, d'aller chercher des moyens. Et ce qui est assez stupéfiant, j'en suis le témoin, c'est qu'à Versailles, on a fait 400 coups ces dernières années. On est allé chercher des plans de relance au moment du Covid, on a chopé 30 millions d'euros pour refaire entièrement les toitures, certains lieux qui dépérissaient à l'école. On a créé avec les universités qui nous entourent et nos partenaires, la recherche par le projet, qui existe ailleurs, mais qui n'existait pas en France. On a créé ce terrain-là. Si je suis un peu long, vous me dites, je crois que je suis encore dans les temps. Oui, ça va aller. Et donc, par exemple, on a créé avec les partenaires, avec l'école du paysage, avec l'école d'art de Cergy et avec l'université de Cergy, on leur a proposé de créer un nouveau doctorat qui a la convergence, que j'exprime depuis maintenant quelques minutes, en faisant en sorte qu'on offre aux doctorants, donc à ceux qui passent leur doctorat, un terrain un peu unique. C'est-à-dire qu'on leur propose d'être à la fois encadrés par des enseignants-chercheurs qui ont la culture académique de la recherche, qui savent valoriser la recherche, et en même temps, on leur propose d'être encadrés par un architecte praticien, qui apporte cette dimension pratique et recherche, mais plutôt du domaine du métier. Donc on a d'un côté un domaine très disciplinaire, d'un côté un domaine très métier, et enfin, on demande à nos doctorants d'intervenir en puisant, parce qu'ils sont eux aussi construisent leur culture de projet, en prenant dans leur culture de projet les ressources pour venir vers l'enseignement et participer évidemment à des colloques, mais aussi à des workshops et carrément à des cours. Donc à Versailles, les doctorants sont au cœur de ce dispositif. Les choses se concrétisent aussi en faisant évidemment
l'éloge de la transversalité, c'est-à-dire en pensant que cette culture de la recherche et de l'enseignement qui convergent, eh bien, elle doit à un moment donné s'incarner dans des systèmes hybrides, des formations hybrides. Et là, Classe est un acteur très important, puisque là, sur cette première image, vous voyez des étudiants de première année de la formation archi-ingé. Pas une formation où vous faites 3 ans d'ingénierie après avoir fait maths sup ou maths spé, et puis vous saupoudrez un peu d'architecture à la fin. Non, une formation 100% hybride, où dès la première année, vous êtes avec la culture de l'ingénieur et la culture de l'architecte, totalement entremêlés, avec des majeurs, un semestre plutôt ingé, un semestre plutôt archi, et on avance comme ça. Donc c'est une formation, aujourd'hui, on le sait, elle répond à des questions d'enjeux cruciaux d'avenir. On sait que vous, jeunes gens, avez le désir d'être formés de façon de plus en plus transversale, et c'est logique pour affronter la complexité des enjeux qui sont devant vous. Donc archi-ingé, mais aussi une formation dont moi je suis très fier, qui s'appelle l'APA, Art, Paysage et Architecture. Donc tous les ans, on reçoit à peu près 25 étudiants en première année qui n'ont pas à choisir entre architecture, paysage et art, parce qu'on considère qu'un certain nombre de personnes ne peuvent pas choisir après la sortie du bac. Je veux dire, c'est un peu cruel de choisir tôt, et puis c'est difficile. Donc on a inventé cette formation, qui est une formation... Alors là, quand je parle de surmonter la technocratie, il faut imaginer qu'on a l'école de paysage, l'école d'art de Cergy, l'école d'architecture. Donc au-dessus de nous, il y a 4 ministères. Le ministère de l'Agriculture, le ministère de la Culture, le ministère de l'Enseignement sup, le ministère de l'Éducation nationale. Et que, grâce à cette culture de projet, eh bien, on arrive à parler à tout le monde, on arrive à convaincre tout le monde, et à créer cette formation qui est en place, et qui fait que les étudiants font leur première année dans ces conditions de transversalité extrêmes, et qui, à la fin de leur première année, choisissent d'aller soit en architecture, soit en paysage, soit en art, et ils rentrent en deuxième année de ces écoles. Voilà donc une façon de faire aussi converger la recherche, pour répondre toujours à la question, la recherche, la pratique et l'enseignement, parce que, évidemment, les enseignants sont tous des enseignants-chercheurs, et la question de la recherche est tout de suite abordée dès la première année par des dispositifs qui sont, je dirais, explicites, mais je ne vais pas rentrer dans les détails là. Vous le savez, on fait une biennale d'architecture. La biennale d'architecture à Versailles, on la voit comme le lieu de retrouvailles heureuses, fécondes, à travers de l'expérimentation à échelle 1. Là, c'est un pavillon de Go Hasegawa que nous avons invité, qui nous a fait l'honneur de venir travailler avec nous pour faire une petite salle de cours qu'on installe dans la cour, une des cours de l'école. Donc c'est l'idée que, là encore, cette transversalité, elle est puissante. C'est-à-dire un architecte étranger vient quelque temps avec nous, avec les ingénieurs, avec les enseignants, problématiser sur place de quoi on a besoin, comment on peut créer des cours extérieurs. Vous le voyez, on l'a fait aussi avec Moss Architects, qui ont construit la petite école d'architecture, donc un lieu dans cette grande école qui est très très monumentale, un lieu à l'échelle des enfants, pour recevoir les enfants et pour mettre les enfants en relation avec la question de l'architecture contemporaine et de l'architecture patrimoniale. Je vais finir vite maintenant. Donc voilà ces lieux qui entremêlent le patrimoine, l'architecture contemporaine, et qui dit que tout ça voilà, est un mélange assez heureux, dont en particulier les enfants, mais aussi les enseignants de l'école, auxquels tout le monde participe évidemment, et il prend un certain plaisir. Et là, dernier exemple, avant de laisser la parole à Classe. Autre formation hybride, très importante pour nous, cette fois-ci très professionnalisante. Vous le savez, on hérite d'un patrimoine du XXe siècle en particulier, qui aujourd'hui est très 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 maltraité, qui est traité de façon économique et de façon technique. Et nous proposons une formation à la convergence de la recherche, de la pratique et je m'en perds de l'enseignement, pardon, et en particulier qui vise à faire un lien étroit entre les maîtres d'ouvrage et les architectes et la maîtrise d'œuvre, et une façon de trouver, vraiment c'est de la recherche, les outils pour faire en sorte que le projet
reviennent au cœur du dispositif de la transformation écologique de ce grand patrimoine du XXe siècle. Aujourd'hui, on sait qu'on va les massacrer si, à un moment donné, on n'arrive pas à retrouver une dimension culturelle pour interroger tous ces bâtiments. Et donc là, où la dimension recherche est très forte, c'est que donc c'est une formation très professionnalisante, post-diplôme, qui invite des professionnels à être formés avec des maîtres d'ouvrage, à trouver ces outils de convergence culturelle pour remettre le projet au cœur de ces réflexions. Et enfin, évidemment, l'enseignement, la pratique et la recherche convergent à travers un certain nombre de projets. On profite des espaces qu'on a. Vous avez aussi cette chance ici. Là, c'est avec Cédric Libert et l'école de l'EPFL qu'on a retravaillé dans les cours d'école des très très grands objets construits, testés, fabriqués par les étudiants avec cette épreuve du dur, hein, se cogner au réel pour tester les structures, réfléchir aux assemblages de bois, réfléchir aux usages et ensuite partager ça avec tout le monde. Et je finis avec les expérimentations de classe de RIC, et en particulier une expérimentation qu'on mène en ce moment. Donc vous savez que les Jeux Olympiques d'été vont se tenir à Paris dans quelques mois. La ministre de la Culture a commandé à chaque école de France un pavillon. J'ai été, je le reconnais, assez effrayé quand classe m'a dit qu'il voulait faire un pavillon en paille pour répondre à cette commande. Je me demandais bien comment on allait pouvoir surmonter ça. J'ai cru comprendre que pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, on allait fabriquer une précontrainte en paille, une poutre précontrainte en paille. Donc c'est, je crois, le défi que classe va relever avec ses étudiants au sein de l'école pour encore une nouvelle fois vous parler de cette convergence heureuse entre recherche, pratique et enseignement. Mon cher classe, c'est à toi. Bonsoir. Tout d'abord, merci pour l'invitation, effectivement, dans cette halle magnifique, bien plus haute que les écuries chez nous. Juste pour l'intro, je pensais que c'était intéressant quand Philippe a fait l'appel pour pouvoir participer à cette série d'interventions. Déjà, le site que vous avez ici, il est assez incroyable. Et au début, Philippe avait proposé à ce qu'on parle entre ingénieurs et de la structure. Et typiquement, avec mon esprit d'architecte, j'ai dit non. Donc j'ai dit, ça serait plus intéressant qu'on parle de notre pédagogie, de notre approche. Peut-être on se partage plutôt comment on peut s'approcher d'une problématique ou une chance de pouvoir être à des écoles d'architecture. Donc l'idée est venue ensemble avec Philippe de pouvoir inviter Jean-Christophe, avec qui on partage depuis quelques années déjà une vie un peu à l'école d'architecture. C'est aussi intéressant parce qu'on est dans une position unique, ce que vous avez en Belgique aussi, mais qui est un peu en débat. On est professors in practice, ce qui est, enfin, dans tout le paysage universitaire, ça n'existe pas réellement. C'est-à-dire, normalement, vous n'avez pas le droit d'avoir un job dans le privé à côté des universités. Sauf à Liège. Et à Gand, l'université de Gand aussi, encore. Mais c'est de moins en moins, et c'est un grand débat dont enfin, les Suisses viennent d'en revenir aussi. C'est extrêmement complexe. Moi, j'en profite pleinement depuis 15 ans, parce que je suis chef d'agence associé d'un grand bureau d'études, mais j'enseigne, je suis professeur à Versailles, et puis professeur associé aussi à Londres, à la Bartlett. Donc du coup, j'ai plusieurs casques, et du coup, j'en ai pensé aussi que ça serait intéressant de pouvoir parler de cette hybridation entre les différents domaines. Déjà par ma formation, Lisa, tu as la même formation. Je sais qu'on est dans une école d'architecture, donc je veux vexer personne, hein, mais donc tout le monde est aussi bien sûr. Mais je prends comme là où tu t'es arrêté, Jean-Christophe, ce qui m'a intéressé pour cette soirée, c'est de voir le domaine de la recherche, en quelque sorte, comme dénominateur global de notre approche, en fait. Vous avez une chance unique, comme élève, comme enseignant, de pouvoir expérimenter tout le temps. Et c'est une culture
tu l'as montré par la pièce. Moi, je le fais autrement, par la matière, par la forme, par la maquette ou le prototypage échelle 1 ou encore digital. Je vais passer quelques exemples par l'école, donc le lieu d'expérimentation et d'expérience. Et puis, je le montrerai dans 2 exemples un peu plus grands, dans des projets de ma pratique comme ingénieur. Je vais essayer d'en parler dans le cadre de Office KGDVS, je suis très fier de pouvoir participer avec l'équipe sur ce projet. Je ne vais pas vous montrer le projet d'ici, donc je vous préviens, je parlerai d'autres projets, on verra. Donc moi, j'avais tissé le cadre, et c'est un collègue qui avait inventé ce petit schéma, et c'était marrant parce que tu as parlé d'un triangle, j'ai mis le triangle, donc c'est recherche académique, et BG, c'est effectivement le nom de l'agence où je travaille. Tout est venu avec le mot pédagogie expérientielle, et je dois dire, j'avais jamais imaginé que je travaillerais comme ingénieur à la base. Finalement, je l'ai fait. Et je suis très content. En plus, les derniers 20 ans ont été un roller coaster dans ce domaine fantastique. Parce que tout le monde revient vers la forme, vers la fabrication, vers la compréhension. Maintenant, on a tout le monde qui parle de l'empreinte carbone. Donc, il revient à la matière. Pourquoi pas du bois, des choses. Donc, enfin, c'est une merveille pour nous. Et les étudiants en architecture s'intéressent à la structure en quelque sorte. Je ne dis pas de quelle manière, mais ils s'intéressent. Et c'est assez beau pour le faire. Donc un mot pédagogie expérientielle sur lequel j'ai pu faire quelques exercices. Et effectivement, comme Jean-Christophe l'a dit, je prends l'occasion de construire des pavillons avec les étudiants. Donc on en a 160, 180 par an à peu près. Je fais 10 jours de workshop avec eux où ils doivent calculer, imaginer et construire en 10 jours des pavillons, des installations. Ici, c'est Concrete Canvas, c'est un matelas avec du ciment dedans, qui était un sujet de recherche à l'université die Angewandte à Vienne. Je les ai invités, donc ils ont continué leur recherche. On a fait des conférences, des séries de conférences. On a publié des articles, on est allé faire des conférences. Des étudiants ont présenté. Donc on hybride tout, parce que j'invite aussi souvent la moitié de mon agence pour venir aussi s'amuser. Bon, dans le béton, ici, mais bon. C'est aussi dans la forme, on a cherché aussi à trouver des nouvelles formes. On a écrit des nouveaux logiciels aussi pour l'occasion. Et ça nous permet, dans le monde professionnel, il y a des choses qu'on a remontées chez nous à l'agence, des expériences qu'on a eu besoin pour utiliser pour des projets aussi. Puis, il y en a plusieurs. Et j'ai spécifiquement, j'espère que tu me le prends pas mal, mais le premier que j'ai fait, je ne l'ai pas mis, parce que le premier que j'ai fait avec les étudiants, j'ai été trop ambitieux. Et du coup, j'avais compté sur une tolérance d'un demi-mètre, ce qui est beaucoup. Finalement, ils se sont retrouvés avec une tolérance d'1,5 mètre, et le pavillon s'est écroulé, bien sûr, juste devant l'entrée du Solar Décathlon. Donc, on a dû le dégager assez vite, mais je ne l'ai pas mis, donc c'est pas pour nuire à l'image de l'école. J'ai fait mon mieux. Après, du coup, récemment avec Gilles Retzin, on a travaillé sur des pavillons en paille et on a laissé imaginer les étudiants les pavillons en paille avec de l'intelligence artificielle. Donc ils devaient dessiner, ils ont créé des croquis. On a écrit un logiciel pour que le logiciel reconnaisse les dessins en 3D, qu'il le remet en Rhino et qu'il bâtit un projet. Après, on a fait des nouveaux approches calculatoires que les étudiants ont utilisées pour calculer eux-mêmes des poutres Pécantrin et tout un système de câbles pour les différents pavillons. C'était fantastique parce qu'il y avait 450 bottes de paille à l'école. Il y a un chantier en cours à l'école où on avait peur de feu. Rien ne s'est passé, les étudiants n'ont pas fumé, donc c'était plutôt bien sain. Il y a eu quelques cas qui avaient un peu une allergie, mais bon, ça arrive. Et on avait un accord avec la Fédération française d'équitation pour venir chercher les bottes de paille. Donc c'est pas mal, je trouve. Le pavillon, on verra comment ça va être, mais on se permet du coup, pour la première fois, effectivement, c'était pas si évident de calculer les bottes de paille. La Fédération française de construction en paille est venue aussi.
ils l'avaient jamais vu comme ça. Ils ont appris et maintenant on les aide aussi sur des nouvelles méthodes pour mettre en forme des nouveaux systèmes de paille en fait. Donc c'est assez intéressant je pense. Tout ça pour avancer le domaine de l'architecture pour pouvoir inventer des nouvelles formes. Un autre exemple avec un artiste, Thomas Saraceno, on a écrit des nouveaux programmes, ça c'est Thomas, parce que je teste toujours avant à l'agence aussi, si ça fonctionne. Donc ça c'est le patio dans notre agence, où on a essayé avant. Et ça, c'était à l'école. Il faisait -4, donc c'était moins drôle pour les étudiants de travailler l'échafaudage. Mais je voulais quand même le montrer parce que vous avez des espaces incroyables et uniques aussi. Je pense pour une école d'architecture, c'est incroyable de pouvoir faire appel à ce genre d'installation. Et on le fait aussi, comme Jean-Christophe l'a montré, avec des installations avec Moos Architect. C'est vraiment très compliqué le pavillon au niveau calcul, je peux vous dire. Donc on a travaillé beaucoup comme ingénieur. Mais c'est un lieu d'expérience aussi. Donc, Fabi Piovenet aussi avec une installation, le petit bar. Go Hasegawa, extrêmement complexe. On a travaillé beaucoup avec lui, très intense. Là où je voulais venir, donc cet académique, l'enseignement, qui devient une sorte de recherche en fait. Voyons ici dans le Covid, les étudiants ne pouvaient pas sortir, donc je leur ai appris à comment scripter, à imprimer des choses en 3D. Et j'avais un contrat avec une société suisse où on a envoyé tous les scripts et on a fait une 30aine de poteaux en béton imprimé en 3D. Ça, c'était il y a donc 3-4 ans. Et puis j'ai appris beaucoup moi-même aussi parce que Sika était en train de faire aussi leur propre slicer. Donc on les a aidés. On a inventé des nouvelles méthodes aussi pour voir la performance structurelle dans leur impression. Et je l'ai utilisé, je ne sais pas si ça va marcher, je ne pense pas, mais... il y a des petites vidéos. Actuellement, je construis 2 immeubles de 3 étages en béton imprimé, en fait, en 3D. En fait, tout ça pour dire que cette frontière entre recherche, académique, réalité, pour moi, dans mon cas spécifique, ils sont les mêmes choses et je ramène les uns vers les autres, donc les contacts professionnels aussi vers l'autre. Ça a été l'occasion aussi, cette approche, pour travailler avec les étudiants et 10 écoles françaises sur une approche d'apprentissage par la matière et par l'expérimentation. On l'a mis dans une série de MOOC qui est accessible pour vous aussi, c'est en français. Et pour ce faire, en fait, ça venait des expérimentations. Donc là, on a construit en 1 semaine avec les étudiants. J'ai taillé moi-même de la pierre de taille avec des compagnons. Donc, et l'école des compagnons qui est à Marne-la-Vallée. On les a montré les méthodes de calcul, je donne des cours là-dessus, j'ai tout dû apprendre en fait aussi un peu, parce que j'avais jamais taillé de la pierre bien sûr. Et maintenant on fait aussi des bâtiments en pierre de taille, mais on a fait les méthodes graphiques, stratigraphiques avec les étudiants, et ça c'est la série de cours qui existe maintenant, qui est en ligne, accessible à toutes les écoles. Je trouve intéressant que les étudiants, je les ai poussés à publier des choses aussi. Donc, ils ont une chaîne YouTube, ils ont toutes ces choses-là. Donc, il y a des conférences, ils font des conférences ailleurs, à l'étranger aussi. Et je pense que c'est assez intéressant. Et ce que Jean-Christophe a déjà ramené, et ça, comme sujet, c'est effectivement comment l'école, et ça c'est pour moi une bataille pas tout à fait gagnée actuellement dans le système académique, comment l'école a un rôle dans le privé aussi, en fait, dans la production architecturale de chaque jour. Ce qu'en Suisse est très logique. Enfin, si je fais un test pour un bâtiment en pierre de taille ou même de la terre que j'utilise pour construire, je vais à une université, je vais au labo et les résultats, enfin, ils sont acceptés. J'ai pas besoin d'un bureau de contrôle de toute façon en Suisse. Et donc, du coup, je peux tout de suite travailler avec les universités. Tandis qu'en France, c'est ultra complexe. Et même les résultats venant de l'académique ne sont pas acceptés dans le domaine du professionnel par les assurances. Pire encore, les écoles d'architecture ont été dépourvues d'un axe de recherche sur la matière, sur la fabrication, et le fait qu'on a pu ramener un Fab Lab, le doctorat par le projet, une thèse de chiffres qui est notamment en moitié payée par une entreprise et en moitié par l'État.
nous ramène à pouvoir imaginer des passerelles entre les différents mondes, en fait. Et donc ça, c'est une thèse qu'on mène actuellement, où la doctorante, elle est donc du coup avec le VUB, le LEAV, donc Versailles, et mon agence, où la personne en question, donc Sandy, travaille sur l'intelligence artificielle pour réduire l'empreinte carbone dans une phase très tôt de bâtiment. C'est pas évident parce qu'effectivement, j'avoue que dans une école d'architecture, de trouver quelqu'un qui est spécialiste en intelligence artificielle. Quelqu'un ? Non, hein, je pense pas non plus. Oui, donc c'est un peu complexe. Donc ça mène. C'était pour ça que c'était intéressant de travailler avec le VUB ou un campus, parce que le système de campus n'existe pas réellement dans les systèmes scolaires, enfin dans les écoles d'architecture en France. Même en Belgique, c'est pas si évident, venant de l'université de Gand, de chercher des passerelles, même si on est dans le même bâtiment, c'est quasi impossible. Donc du coup, mais c'est la beauté de faire de la recherche et de la ramener du coup à la pratique architecturale. Et j'ai une première exemple. Bon, je parle plutôt juste. Donc ça, c'est l'agence où on est présent au monde pour vous situer. Donc je travaille depuis 20 ans dans un bureau d'études et on a plusieurs agences. Et puis, on a quelques projets, je ne vais pas vous embêter avec ça. Mon premier projet Vincent était venu aussi, parce qu'on a travaillé ensemble sur une passerelle à Charleroi, en Belgique. Et puis après, le siège de la province à Anvers, avec Xavier de Gater. On a pu faire d'autres aussi qui sont plus ou moins connus, je dirais. Ça, c'est notre activité. Et puis, donc, du coup, comment la recherche, elle se retrouve dans notre agence. Et je l'ai pris par l'exemple de Office. Je les connais depuis très longtemps, parce que j'ai fait mes études à la même école. On a tous les trois fait l'Erasmus à Madrid. Moi, j'ai connu ma femme allemande qui m'a dit qu'elle ne pensait pas que j'étais ingénieur. Et du coup, j'ai voulu la montrer que j'étais quand même ingénieur. Bon, ça fait 20 ans que je travaille comme ingénieur maintenant, mais j'ai l'occasion de retravailler avec des amis de l'école qui amènent des projets plus ou moins incroyables. Et un des premiers, c'était en 2010 ou 2011, je pense. Ils sont venus avec cette image, une rénovation d'un musée d'art à St. Gallen. Et donc, ça c'est Brancusi, et on l'a utilisé comme image pour repenser une forme de poutre et de poteau. Ça nous a pris assez longtemps parce que, moi je suis venu avec le schéma parce qu'on voulait optimiser les moments fléchissants. J'avais fait un petit croquis en réunion et donc Kersten est venu parce qu'il faut savoir que Kersten, il a fait il est ingénieur architecte, non pas seulement, mais il a fait 1 an d'ingénieur civil aussi avant. Donc c'est très agréable aussi d'avoir cette hybridation entre les discussions. Il se peut que Kersten défende des fois mieux la structure que moi d'ailleurs. En tout cas, ça c'est le débat. Et dans la recherche, pourquoi je l'utilise, c'est depuis 10 ans, la production et la manière dont on travaille ensemble, dont on discute ensemble, et c'est pour ça que je voulais le montrer. Parce qu'avec Philippe, on a parlé de la culture, comment on travaille entre ingénieurs et architectes. Et c'est un travail de confiance, à mon avis, où tu dois commencer à comprendre les choses, interpréter, les amener plus loin. C'est très incrémental, en fait. Chacun amène un peu son histoire, ses acquis, ces choses qu'il a en tête, en fait. Donc, c'est beaucoup d'interprétation, bien sûr. Et celle-là, c'était une des premières. Ça nous a amusés. Puis, le prochain schéma que Kersten m'a envoyé, c'était celle-là. Et j'avoue que je n'avais pas du tout compris ce qu'il voulait dire. Et je n'avais pas du tout capté non plus l'échelle du bâtiment dont il parlait. Parce qu'en fait, tout pendant la première phase, on a parlé d'aimants, de lignes droites, des choses comme ça. Jusqu'à ce que j'avais compris que c'était un énorme projet et qu'on avait un barbapapa avec 4 poteaux, donc 4 silos qui portent une sorte de gaufre, parce qu'on avait vendu au jury une gaufre liégeoise et ça n'a pas marché. Donc du coup, on a dû changer, c'était vrai. Enfin, pourtant, le gaufre, bon, hein, chacun son goût, hein, mais ce sont des Suisses, je pense que ça ne marchait pas. Donc du coup, on a changé de rythme, donc ça c'est une maquette. Et j'avais proposé aussi avec Kersten et David, mais attends, on a une gaufre, on peut l'optimiser. Je suis venu avec des algorithmes génétiques et aussi avec des paramètres, parce qu'on parlait beaucoup de paramètres. Donc les immeubles n'étaient pas fixes,
Donc j'ai mis un ordinateur logiciel dessus. Il a proposé des centaines de variantes pour optimiser le positionnement des poutres et même des bâtiments par rapport à des paramètres qu'ils avaient donnés eux, l'accès. Moi j'avais la lumière, j'avais aussi la structure bien sûr, l'optimisation de structure. Et puis ça a donné lieu à plusieurs variantes. Et donc c'est une recherche dans le langage. Effectivement, on a dû développer des bouts de logiciel. Donc il y a plein de différentes variantes qu'on a présentées pour enfin se retrouver. Moi j'étais très convaincu en plus aussi, hein. Il fallait vraiment le faire comme ça, je pensais. On avait mis plein de relations, donc vous voyez un tout petit peu, bon, c'est de l'analyse structurelle, pour enfin se retrouver sur une table, mais vraiment sur une table, ensemble avec David, où on a fait une maquette qui faisait 2 mètres de large. Donc ça, c'est les pieds de David qui est sur la table, où on a mis la maquette et on a repositionné les poutres. Et ça, on l'a photographié et c'est devenu le projet. Donc c'était, enfin, ça nous a pris quelques mois, hein, il faut le dire, mais c'était bien intéressant, entre tous ces débats, le niveau de recherche, à chaque fois de retrouver, ok, comment on pourra répondre en fait. Bon, là, c'est récemment, c'est il y a 2 semaines, je comprends toujours pas comment un client a pu accepter ce projet, mais bon, enfin, en France, ça serait vraiment impossible. Il y a beaucoup de lieux où tu peux te taper la tête. Et en Suisse, ils ne le feront pas, je pense. Ce qui est assez beau à savoir aussi. Donc si vous travaillez en Suisse, hein, c'est intéressant. Et c'est à côté du Rolex Learning Center où on avait fait déjà des vagues. Donc on s'était dit plus de vagues. Donc maintenant, il fallait, oui, une gaufre. Hein, autre recherche, donc à nouveau, c'est un schéma que je reçois de Kersten cette fois-ci. C'était très, très, très personnel parce que mon fils s'appelle Arvo. Et Arvo Pärt, c'est un musicien que j'écoutais à l'époque que j'ai rencontré ma femme. En plus, il a écrit une chanson qui s'appelle Pour Lennart, le nom de mon autre fils. Hein, juste pour donner un contexte, c'était important. Même comme ingénieur, on a des sentiments. Hein, donc du coup, on se retrouve avec un schéma comme ça. Et Carsten, oui, ça va être avec du béton. Je dis non, mais on peut peut-être le faire en bois. Et donc du coup, bon, je reste pas trop longtemps dessus. Le schéma est resté le schéma. On a changé un tout petit peu. On a fait tout en CLT. 2 ans plus tard, j'ai vu, ils ont fait un projet, une maison aussi en CLT, assez creusée. Et c'était assez intéressant parce que comme architecte, c'est une recherche continue aussi, en fait. Donc je montre encore le dernier que vous connaissez peut-être. J'avais jamais entendu de ce nom en fait, mais c'était un format de peinture de la Renaissance qui s'appelle Tondo. Donc c'est des formats circulaires. Et pour réunir le Parlement belge, quoi de mieux de faire un anneau, non? Et puis l'anneau est venu d'une petite astuce tout bête. Parce qu'en fait, les 2 immeubles, quand vous regardez à droite, c'est l'immeuble plus ancien, à gauche, plus neuf. Et ils n'ont pas la même altimétrie. Et en fait, pour avoir accès aux handicapés entre les 2, tu dois faire une sorte de courbe pour pouvoir arriver. Donc on n'avait pas le choix, parce que sinon, tu as des petites marches. Donc du coup, on s'est dit, bon, si on fait déjà ça, pourquoi pas continuer le cercle? Après, donc du coup, c'était tout méchant. Et puis, on a pris l'avantage de regarder le schéma des contraintes. Et moi, je voulais absolument voir les chemins et les parcours de structure, enfin de force, effectivement, merci, dans cette structure. Et surtout pour que les gens qui regardent depuis le haut du bâtiment, c'est pas l'énième toiture moche, mais que tu as aussi une appartenance au projet. Et donc ça, c'est la manière dont on parle d'architecture et d'ingénierie avec Office KGDVS aussi. Pour revenir à ce schéma-là, donc du coup, il y a des nervures qui expriment un peu, bon, c'est des calculs, hein, et puis ça a été exécuté exactement comme ça. Le jury, au moment qu'on avait le jury, l'ingénieur, il est venu nous revoir à la première réunion du projet. Il a dit, mais vous n'allez jamais l'exécuter avec les nervures.
Bon, il a eu tort. Donc c'est toujours bien aussi de démontrer à quelqu'un que non, ça c'est aussi un peu notre métier. Et c'est devenu ça, et je suis assez fier enfin du résultat. J'y passe souvent parce que l'agence n'est pas très loin. Autre schéma qu'ils nous ont envoyé, Malevich et Mondrian. Donc moi j'ai pensé à ça. Ça c'est l'ingénieur qui réagit, j'imagine. Mais j'avoue, c'était pour la radio-télévision flamande. Donc du coup, moi, logiquement, je ne suis pas allé chercher très loin, très artistique, voyons. Ça, c'est la maquette qu'ils avaient produite. Et c'était super intéressant parce qu'ils avaient une superposition de volume, donc très clair. Et ça nous a inspiré à une discussion. J'ai encore la brochure, donc le projet. J'avais dit, donc pour le cercle est tout en bas. Puis la boîte à pizza, elle est juste au-dessus. Il avait appelé comme ça, hein, parce que pour la RTBF, on a fait la boîte à pizza. Et il y a une tour au-dessus. Et donc, on a commencé avec le cercle. Et j'ai dit, pourquoi pas, parce que vous avez le plus grand programme en bas. Là, on fait des lignes. Donc, c'est pas Mondrian. Après, on fait des lignes, des pointillés. Et puis, tout en haut, on fait juste des points. Donc, vous allez le voir dans le schéma structurel. Bon, c'est pas très grand pour moi, mais quand vous voyez en bas, on a les grands programmes, des gros murs très pleins. Pour le box rectangulaire, on a des lignes qui sont optimisées d'ailleurs, avec des murs troués, et tout en haut, on a juste des points. Et venant de ce schéma de l'image de Kersten qu'il avait envoyé, on est venu à ça. Et bien sûr, comme architecte, ils ont exploité à merveille aussi ce schéma. Il faut aussi des architectes de très bonne qualité pour pouvoir l'utiliser. Mais c'était très intéressant dans la discussion, en tout cas. J'ai un deuxième exemple, je vais aller un peu plus rapide. C'est sur le bois, je ne vais pas rentrer trop longtemps dedans, mais je trouvais intéressant aussi à nouveau, sur 10 ans, ça c'est mon premier projet en bois que j'ai fait. J'ai fait aussi tous les scripts pour le fraisage numérique, mais de la conception jusqu'à la fin, en 2008, donc c'est assez complexe. Si vous allez chez Hermès Rive Gauche à Paris, moi j'arrive jamais à acheter des choses, mais c'est intéressant, c'est beau. On a fait quelques autres exemples, donc ça nous a appris beaucoup sur l'utilisation de bois, comment je peux l'utiliser. Et le bois, c'est le matériau le plus numérique au monde. Les gars qui travaillent dans ces usines, ils utilisent tous Rhino et ils sont en même temps allés poncer le bois eux-mêmes. Et c'est fantastique. Donc ça, c'est l'artisanat du bois aujourd'hui. Et lors de ces idées, j'ai fait pas mal d'articles et d'articles scientifiques là-dessus aussi. J'ai fait d'autres projets bois où je travaille beaucoup sur le bois massif actuellement. Donc j'avais fait le premier à Lys, là celui pour le Centre Pompidou parce que je travaille beaucoup avec l'EPFL. Et donc tout ça, ça a joué un rôle quand on a eu ce projet-là en Belgique, 400 mètres carrés quand même, donc très grand, avec un budget gigantesque de 400 000 €. Ce qui n'est pas des prix parisiens, avec un architecte japonais et français. Et il voulait aussi une toiture qui unifie tout le projet. Je pense Vincent, tu étais à l'ouverture aussi, on s'est vu là-bas. Et puis c'était un projet, il voulait une toiture en béton, tout d'abord, une sorte de coupole. Et bien sûr, j'ai dit non. Et donc on a dit, le sol ne peut pas le permettre à ce que ça porte quelque chose aussi lourd. Donc on a fait en bois. Et je suis venu avec le système réciproque, qui est un système de la Renaissance, et on l'a complexifié un peu, parce que je voulais absolument avoir du bois massif et des pièces courtes pour que les gens puissent l'installer eux-mêmes, parce que sur le site, les gens là-bas ont construit eux-mêmes pas mal de pavillons. Les architectes sont allés dans cette histoire, on a proposé à peu près 1,5 million différentes variantes. Ils n'ont pas pu choisir entre les 1,5 million, donc on a fait quelques études paramétriques pour les aider un peu. Il y a plein de paramétriques là-dedans pour tester des choses, aussi la découpe, comment l'apex il n'est pas au centre, ou aussi comment ça va ensemble avec les espaces. Enfin, c'est structurel et architectural à la fois en fait. Je ne vais pas vous embêter avec tous les détails. Je pense que c'est dans la ligne de faire 10 ans d'expérience sur le bois, de le réexpérimenter, de voir des techniques anciennes, la fabrication nouvelle,
Bon, là, vous voyez comment on le montre aux architectes, des fois. Et encore un peu, pour revenir au projet final, la découpe et l'exécution, puis quelques articles. Et puis, je pense, je peux finir avec ça. Donc, je suis revenu depuis l'expérience et l'expérimentation que j'essaye d'utiliser comme un moteur aussi pour tous les projets qu'on fait à l'agence. Je vous avoue, ça ne marche pas à tous les coups, bien sûr, mais c'est une production continue. Il faut pouvoir apprendre par le passé, je suppose aussi. Donc ça, c'est un tout petit peu ce qui va là-dedans. On a amené un projet qu'on a travaillé en commun avec Jean-Christophe, qui montre un tout petit peu cette hybridation entre la discussion, la communication qu'on puisse avoir aussi entre deux métiers. Parce que ce qui est un peu dommage et complexe à la fois aujourd'hui, c'est de devoir parler de deux métiers distincts aussi, en quelque sorte. Ce qui est vécu encore plus fortement en France que ce n'est le cas ici en Belgique. Mais c'est pourquoi on s'est permis d'amener cet exemple. Je te laisse parler de la genèse, parce que c'est toi l'architecte quand même. Oui, Claes. En fait, ce que j'avais aussi envie de partager avec vous, c'est le fait que des fois, on n'attend pas que toutes les conditions soient réunies pour trouver un lieu où on pratique, où on fait de la recherche. Là, c'est le cas, c'est-à-dire que, en fait, moi, j'avais envie, je sentais un potentiel à explorer l'immeuble de grande hauteur. On n'avait pas de commande, on n'avait ni de commande de recherche, ni de commande pratique. Là, on a ouvert un espace à l'agence. J'ai invité Claes qui s'est empressé de répondre avec ses ressources à lui et ses équipes. Et on a convergé sur une question qui nous intéressait tous les deux. C'est de dire que, bon, sauf si on fait complètement l'autruche, on ne peut pas, à un moment donné, ne pas se poser certaines questions, en particulier sur la densité, sur construire, ne pas construire. Et ça nous amène, à un moment donné ou à un autre, à certaines questions qui sont des questions un peu clivantes, un peu délicates, mais qu'on avait envie d'explorer. Et en tout cas, je pense que ni Claes ni moi, on n'est pas du tout idéologues. Moi, je suis incapable de dire si on a raison ou tort maintenant, mais en tout cas, on ouvre des espaces de questionnement sur des sujets qui peuvent être délicats. Donc là, c'est l'immeuble de très très grande hauteur, et savoir est-ce qu'avec nos moyens réciproques conjugués, on peut leur explorer de façon différente que tous les schémas qu'on a aujourd'hui de gratte-ciel qui sont finalement jamais très intelligents, et essayer de trouver donc un chemin d'exploration. Ça commence par une intuition, ces petits schémas que vous avez. Encore une fois, une convergence. Pensez à la fois à l'échelle, je dirais première, à l'échelle de la personne, à l'échelle de la pièce, ça ne vous surprendra plus maintenant. Pensez à la fois à l'échelle collective, l'échelle du vide, l'échelle d'une morphologie de la place, et en même temps pensez à une échelle tubulaire, qui est évidemment un peu en écho à la question de la pièce, on va le voir après, et se dire que la convergence de ces trois questions pourrait créer un nouveau milieu, une nouvelle façon d'imaginer l'immeuble de grande hauteur. Donc ça commence par un travail, je dirais plutôt un peu séparé de l'ingénieur, qui va chercher de la mesure, qui va réexplorer cette question du plan, de la pièce, du croisement de ces échelles. Et donc là, on dessine à tour de bras, on fait des hypothèses, évidemment extrêmement transscalaires, c'est-à-dire qu'on pense à la fois à l'échelle morphologique d'une superstructure, on pense à la fois simultanément à l'échelle du corps le plus petit élément dans cette structure, grâce à la pièce, et on pense en même temps des questions structurelles. À un certain stade de dessin, on se rejoint avec Claes. Claes va vous montrer les premiers dessins, comme il a fait dans les exemples que vous avez vus tout à l'heure, qui va nous donner des informations extrêmement précieuses et faire converger cette intuition vers un type de solution. Et donc là, vous voyez que nous, on va finir par faire apparaître une pièce qui nous semble source d'optimisation remarquable. Cette pièce, elle est pentagonale, c'est un pentagone régulier, et c'est une petite pièce de 16 mètres carrés qui se combine 4 fois pour faire 4 fois 16 mètres carrés, une plus grande pièce, ou encore faire une plus grande pièce de 4 fois 16 mètres carrés. Et on se dit qu'avec ces 3 pièces, petite pièce, grande pièce, moyenne pièce, eh bien il y a un jeu d'assemblage
que vous voyez apparaître là, grande pièce au milieu, petite pièce, moyenne pièce latérale et petite pièce complètement sur la périphérie. Et ça finit par faire apparaître une sorte de matrice de pièces qu'on peut creuser en fonction des étages où on est, et sûrement en fonction de règles qu'on va trouver grâce à classe. C'est-à-dire que c'est comme si vous aviez une masse extrêmement dense à creuser intelligemment. Et les paramètres de cette façon de creuser cette structure va dépendre de l'énergie, de l'ensoleillement, des fonctions, peut-être aussi de la structure, peut-être de la lumière. Et ça, c'est le travail que classe va réussir à formuler à l'aide d'outils. Et avant d'arriver à cette mise en forme, donc nous, on était arrivés à l'assemblage de ces pièces, grandes et petites mais moyennes, qui donnaient le plan de base, donc d'une sorte de gratte-ciel de 700 mètres de haut. Et le premier travail qu'on a fait avec classe, c'est qu'on s'est rendu compte que parce qu'on pensait par la pièce et l'assemblage des pièces, eh bien, on arrivait à optimiser la quantité de matière. C'est-à-dire que là, c'est un des premiers résultats du travail qui converge avec classe, c'est que les murs font 30 cm. Vous avez une structure de 700 mètres, et à la base, les murs que vous voyez là font 30 cm. C'est-à-dire qu'il y a une telle optimisation entre la forme, la structure, les charges et l'ensemble des efforts qui sont compris là-dedans, mais qui sont répartis par cette géométrisation, qu'on arrive considérablement à économiser la matière. Et vous le savez que le moindre gratte-ciel qui va dépasser les 400 mètres se retrouve avec des structures en béton d'1,50 m, 2 mètres, ce qui n'est plus du tout le cas là. Donc ça, c'est effectivement le plaisir de cette recherche, cette confiance. Donc là, le plan un peu plus agrandi. Le plan qu'on devine perforé, où vous voyez, les pièces disparaissent pour creuser, pour apporter de la qualité, suivant des critères que donc classe va parler. Et là, donc, vous voyez par exemple la disparition possible des pièces. Là, elles ne sont pas paramétrées, c'est juste une disparition possible des pièces. Et on devine que cette disparition peut être intelligente, qualitative, fonctionnelle, technique, culturelle. Et toutes ces questions viennent grâce à l'exploration que classe va organiser ensuite. Donc ça, ce sont mes croquis, un peu moins bons. Mais la première réunion où on voit, je commence à essayer de comprendre, et vous allez voir si vous le découvrez, parce que je le vois à peine moi-même, mais c'est sur la forme globale. Est-ce qu'on fait un triangle? Est-ce qu'on fait comme des tubes qui sont continus, ce qui était un schéma dans les tours aussi? Est-ce qu'on fait une optimisation par la lumière, par le vent? Donc il y a toutes ces choses qui sont déjà dans les paramètres dans mes premiers croquis. J'ai retrouvé d'ailleurs les croquis récemment. Donc j'essaye aussi de le mettre en plan parce que j'avais reçu dans la réunion aussi des plans pour essayer de comprendre qu'est-ce qu'on peut utiliser, comment je pourrais l'abuser. Et on fait un petit mind map à l'agence avec les gens pour pouvoir comprendre. Parce que à la fois c'est une somme des choses. Donc je commence avec une petite cellule et je fais la somme. Donc je peux faire une approche additive et je peux faire une approche de soustraction. Et les deux vont main dans la main, en fait. On a essayé les deux, où l'ordinateur commence à construire les pièces pour voir où est-ce qu'il les place au mieux. Il les teste tout le temps. Et l'inverse, où on a une forme globale qui est informée après pour une optimisation topologique, en quelque sorte, par la lumière, par le vent, par ces choses-là. Et donc, par l'information qu'on puisse donner en cours de route, l'ordinateur va aider à trouver certains approximatifs pour pouvoir optimiser et trouver des plans possibles, en fait. Donc ça, c'est les différents paramètres, si vous voulez. On essaye toujours de les mettre en croquis d'abord pour le comprendre nous-mêmes avant qu'on les mette réellement à des relations un peu plus complexes. Donc ça, c'est après le scripting qu'on fait derrière pour pouvoir le mettre dans des règles. C'est assez simple en fait, hein. Si vous voulez, les charges doivent trouver le chemin le plus court et donc du coup, il va trouver un emplacement de chaque pièce possible en fait. C'est le vent aussi, donc macro, où est-ce qu'on a un problème, où est-ce qu'on devrait éventuellement optimiser. Donc il va lisser certains résultats, donc ça c'est au micro, on les met ensemble dans une sorte de critères dans l'approximatif qu'il puisse faire. Ça c'est un des essais.
où il regarde aussi comment je devrais réagir, lesquels je garde pour avoir une optimisation de lumière dans la pièce à chaque fois. Et donc il peut enlever de la matière où il veut. Ça donne lieu à ce qu'on puisse donner à Jean-Christophe certaines idées, et donc il le mette en volume. Oui, ce que tu viens de dire est très intéressant. Donc, on a démarré, c'était un objet matriciel, une grande matrice. Et grâce aux études, et même, je dirais, à la mise en image de ces études, vous venez de voir avant qu'il y a des zones dans cette superstructure qui ne sont pas forcément intéressantes pour les usages humains, qui sont même défavorables. Et donc, ce qu'on propose, grâce justement à ce potentiel que tu nous offres, c'est de supprimer la matière et de faire du vide. Et donc là, vous voyez les premiers essais où on devine des formes de vide que toi-même tu étudies, c'est-à-dire qu'il y a des systèmes de répartition des charges, des efforts, qui vont être aussitôt, encore une fois, optimisés, évalués, et qui nous permet, au final, c'est toi qui as le... Ouais. Voilà, de reprendre ces 700 mètres. Cette fois-ci, on est passé en coupe. Et vous voyez qu'il y a un certain nombre d'endroits dans lesquels la structure disparaît vraiment littéralement. Et ces grandes disparitions, ces grands blancs là que vous voyez, c'est les grands lieux communs, c'est les places, c'est une forme d'urbanité, c'est une forme d'altérité. C'est-à-dire que dans la structure, il y a à un moment donné des lieux qui ont des physiques, des architectures, des dilatations spatiales extrêmement fortes, organisées par la disparition de la matière. Et donc, au final, la classe a produit ces documents que moi je trouve assez stupéfiants et qui finissent par devenir extrêmement narratifs et racontent, je ne veux pas te couper l'herbe sous le pied, mais j'aime bien raconter comment habituellement dans une grande structure, dans un gratte-ciel, vous avez les parties quand elles sont par exemple soumises à des efforts très violents comme du vent, vous avez toujours une partie qui se courbe, donc une partie qui est en compression et une partie qui est en traction, et qui oblige à, on en parlait sur la passerelle, la magnifique passerelle que tu as dessinée, où on visualise pour les efforts de traction et les efforts de compression des éléments techniques qui conditionnent. Et bien là, on se rend compte qu'en faisant des études, grâce à ce système un peu alvéolaire, à ce système tubulaire, eh bien, il y a une sorte de répartition homogène des efforts qui fait que on n'est plus obligé de les distinguer et en fait on a une structure très très homogène qui apparaît et qui est très efficace. Je te laisse peut-être commenter ça un peu mieux que moi. Je pense qu'on va finir et comme ça je vais juste filer les images parce que comme ça, je vous laisse deviner ce que sont les couleurs, non? C'est toujours bien aussi. Et puis, il y a l'architecte qui a déjà très bien parlé, ça veut dire qu'on est sur le même vocabulaire et langage. Donc, sans explication, c'est un peu les études qu'on puisse faire, qui puissent aider, effectivement. Et puis, ça a été exposé à l'Arsenal, avec un très 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 grand plan, pas de 700 mètres, mais de quelques dizaines de mètres quand même, 30 mètres. Oui, c'était une coupe. Et puis Jean-Christophe avait demandé plusieurs architectes à dessiner un intérieur possible dans la coupe, effectivement. Sans architecte, oui. Et puis, basta. Peut-être une toute petite question très pratico-pratique, mais est-ce qu'elle va être construite ? Je pense pas, mais c'était pas l'idée. C'est une recherche, je pense. Après 700 mètres, ça se fait en ce moment. Après, c'est la question si c'est utile, mais bon, c'est dans le contexte, je veux dire, dans certains autres contextes. Quand je regarde Paris, c'est une autre question qu'ailleurs, disons. Mais en fait, ce que j'ai trouvé très très intéressant dans tout ce qu'on a entendu tout à l'heure, c'est qu'en fait, on a vu un spectre très 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 large qui va, donc quand on parle du projet, qui part de
qui va de la conception même, de la recherche, des calculs, les constructions, même faire des scripts pour calculer quelque chose, le dessin, le croquis, etc. Et donc, en fait, quand on voit ce spectre gigantesque, on voit d'une part l'hybridisation du métier de l'architecte, mais en fait, en même temps, je me dis, l'architecte doit devenir une sorte de super-héros qui doit combiner, faire une sorte d'énorme grand écart entre toutes les différentes disciplines. Et donc, en fait, c'est un peu ça ma question à vous deux. Je vous laisse voir qui répondra, mais est-ce que c'est ça, en fait, le rôle de l'architecte? Est-ce que c'est de réunir en soi à la fois l'ingénieur, l'artiste, le programmateur, IT, etc., l'exécuteur, parce qu'après, il faut encore construire aussi, il faut faire des workshops, voilà. Est-ce que c'est ça le rôle, ou est-ce que plutôt le rôle de l'architecte, c'est réunir des gens non seulement autour d'un projet, mais aussi, hein, comme tu as dit tout à l'heure, mais autour d'un projet, mais aussi autour d'une discipline, en fait, ou en créant la discipline de s'entourer d'une équipe. Et après, comment ça se met en place à chaque fois? Ça, c'est un peu la question. C'est pas si évident parce qu'effectivement, mon idée, effectivement, là, j'ai essayé de créer avec l'école une double formation. À Londres, j'ai aidé à mettre en place une triple formation, donc ingénieur environnemental, ingénieur civil et architecte à la fois. Et du coup, j'ai un certain faible pour pouvoir dire que l'architecte, c'est un homo universalis. Ce que dans la pratique, c'est plus complexe. On voudrait, mais vu le métier aujourd'hui, c'est quasi impossible à ce qu'un architecte puisse répondre à tout. Maintenant, à ce qu'il puisse jouer avec tous les instruments qui lui sont offerts, avec les outils qui lui sont mis à disposition, oui. Et qu'il est le maître de ça, et le débat, oui. Même si moi, je fais 1 million de variantes, c'est pas moi qui va choisir. Et comme vous l'avez vu, c'est pour ça que cette image avec David est très importante, parce que finalement, sur la maquette, on a changé. Et donc, c'est lui le maître de l'histoire aussi. Donc, in fine, je pense que bien sûr, l'histoire revient à celui qui conçoit, qui a il doit avoir... Le contrôle, c'est un grand mot, mais il faut quand même être... t'es le maître du jeu, en fait. Et c'est très compliqué, et c'est pour ça que moi aussi, quand je fais les workshops, c'est pouvoir ramener les étudiants à cette complexité totale du métier. C'est la fabrication, c'est le digital, c'est toutes ces choses, tous ces chemins qui puissent être source d'inspiration, mais qui doivent aussi être l'expression de son invention. Donc ça va dans toutes les deux directions à chaque fois. Et donc, il y a multiples chemins pour chaque architecte de trouver ce qu'il veut et ce qu'il pourra faire et répondre à chaque question. Mais je pense, mon idée, oui, je rêve à ce que ça reste un homo universalis. Mais je pense que c'est pas si évident. Moi, j'ai alors aucun doute pour répondre à cette question. Je pense que on entend beaucoup de choses. L'architecte, chef d'orchestre, etc. Je trouve toujours ces comparaisons casse-gueule, dysfonctionnelles et pas constructives, et qui n'aident pas en plus quand on est dans un moment où on commence à se former. Donc moi je dirais, c'est très clair, c'est le petit schéma que je vous ai montré au début, c'est qu'il y a un équilibre qui se trouve et que chaque architecte trouve, et c'est là où il est pleinement architecte. Si l'architecte n'est que dans la transversalité, il est mort. Et c'est beaucoup d'architectes français qui, à un moment donné, ont basculé dans la philosophie, dans la sociologie, et qui ont essayé de faire des bâtiments et qui ont perdu de vue la question discipline, leur discipline. Donc ce que je veux dire, c'est que ce défi que tu viens d'évoquer, de sembler être à la convergence de tout, de pouvoir trouver un chemin, il n'est pas si difficile à trouver grâce à cette culture de projet qui nous équilibre. C'est qu'on est dans la transversalité, on est dans l'action, et on est surtout, et avec ça, dans notre discipline, en maîtrisant notre discipline.
On ne peut pas maîtriser en même temps, on ne peut pas être totalement juridique, on n'est pas avocat, on ne peut pas être ingénieur, on n'est pas totalement ingénieur, mais on comprend ce qui se passe, on ne peut pas être en même temps maître d'ouvrage, on ne peut pas être en même temps toute cette convergence-là. Mais par contre, on peut être à cet équilibre de suffisamment d'altérité, de suffisamment de capacité à décider en accord avec nos disciplines et avec les ressources propres de nos disciplines. Oui, moi je voudrais revenir sur les projets que tu as montrés, sur la contextualisation que tu as fait, par rapport au paramétrage que tu fais, en fait, où tu présentes des dizaines, des centaines, voire des milliers de solutions, parce que je pense que tu triches un petit peu. Et quel est le moment où ta conviction se fait, où la conviction de porter certains éléments se fait plus forte que d'autres, donc que tu sors de la paramétrisation, en fait, dedans. Ça, j'aimerais avoir un petit peu de détails de ça. Et pareil, pour toi, dans ce même contexte, comment est-ce que tu contextualises et comment est-ce que cette paramétrisation fait en fait objet d'un contexte, d'un extérieur, d'un ensoleillement, d'un environnement, voilà. Dans ma pratique, très clairement, il n'y a aucune forme ou aucune décision a priori. Et donc, je guette les aspérités. Pour moi, la vraie transversalité, elle est là. La transversalité, elle met en forme des problématiques que moi, je ne sais pas mettre en forme. Par exemple, classe dans Otagora nous dit, à un moment donné, là, il n'y a pas de lumière, mais en même temps, on peut ne pas avoir de structure. Donc là, c'est classe qui crée un espace de problématisation nouveau que nous, on saisit et qu'on va mettre en forme. Donc le choix, classe n'arrive pas avec, sur un plateau, une série de choix, il arrive avec des problématiques. Et ensuite, nous, on invente des règles basées sur ces problématiques, qui mettent en forme les bâtiments. Je ne sais pas si... Je pense, enfin, de toute façon, le paramétrique, ça veut rien dire en fait, hein, parce que chaque projet, c'est paramétrique. Quand on prend un choix pour mettre la toilette là, ça a un certain sens. Il y a 2 règles pour le mettre à un certain endroit, en quelque sorte dans un bâtiment. La seule chose que je fais, c'est de le mettre en évidence. Enfin, c'est un peu le job dégoûtant d'un ingénieur de dire à un moment donné, il faut une poutre ou quelque chose. Voyons, il y a des règles. Et du coup, je trouve ça assez beau parce que chacun vient avec ses propres règles, ses propres histoires, ses paramètres qui viennent de sa culture, de ce qu'il a vécu, de ce qu'il a vu. En fait, c'est la même chose si quelqu'un me montre... Enfin, on va faire un projet ensemble et je mets 10 autres références d'autres projets. Il va être inspiré. Et à la limite, c'est une aide sur le chemin. Certes, on en a construit qui sont complètement comme ça et ça peut devenir un but en soi. Mais chez nous, ça a toujours juste été un outil. Et je pense que l'outil, pour nous, il a été très pratique parce que dans la communication, ça veut dire qu'il faut mettre en évidence les paramètres. Et ça veut dire, il y en a eu dans des projets où on a dit, il faut que ça soit le chemin le plus court entre ces volumes-là. Et donc, on a mis dans l'ordinateur, ça donne une centaine d'options. Et donc, on le regarde à nouveau avec l'architecte. Et puis, l'ordinateur, c'est juste comme il y a quelqu'un d'autre qui donne une idée. Et à la fois, c'est juste vraiment stupide. Et à la fois, c'est bonne. Enfin, c'est comme à chacun qu'on parlera. Mais à nouveau, pour moi, c'est un outil de communication. Quand on doit en parler comme ça, même l'architecte doit être clair. Ah, tu veux ça? Ok, on va regarder comment et qu'est-ce que ça veut dire. Donc c'est un outil de communication pour moi plutôt que... Et on le fait dans l'environnement, c'est pour ça qu'on a créé des logiciels dans Rhino pour avoir le même niveau de communication. Ça nous a avantagé un peu. Peut-être encore une chose pour embrayer sur ce que vous avez montré est assez remarquable en termes d'investissement personnel. Il y a une énergie dingue dans tout votre travail. Et comment est-ce qu'en agence, alors que vous partagez l'enseignement, la recherche peut-être un peu, mais surtout la pratique et donc la production, comment mettez-vous la part des choses au bon endroit pour pouvoir consacrer ce temps? Ou pas au bon endroit, Il faut que je demande à ma femme, en fait. Là. Oui, mais toi c'est une chose, mais il y a l'agence, au sens large. Oui, oui, mais je vais le dire autrement. Enfin, pour moi, en tout cas, là où j'arrive, je suis là dans le moment. Et donc, du coup,
c'est ça que je fais. Donc si je suis à l'agence, je fais les projets, je fais l'agence. Si je suis à l'école, je fais ça. Et donc du coup, oui, il y a des temps où c'est un peu, bon, ça se superpose un peu, où je suis très peu à l'agence, mais donc du coup, tu reprends derrière. Mais c'est une mauvaise question en fait. Je ne sais pas si on connaît ici ce comique français qui s'appelait Coluche. Coluche disait « Mon père travaille à mi-temps, 12 heures par jour ». Donc, alors évidemment, je pense que Classe et moi, on est un peu hyperactifs, on travaille beaucoup, mais au-delà de ça, encore une fois, je pense que cette culture de projet qu'on partage, qu'on se raconte depuis ce soir, c'est une incroyable culture qui permet une sorte de maturation dans l'organisation. Et un des points de cette organisation, c'est qu'on délègue énormément. La force de la culture de projet, c'est de commencer par le sens et de partager le sens avec tout le monde. Et une fois qu'on a partagé le sens avec tout le monde, c'est très facile de déléguer et les gens sont heureux de participer à un projet qui fait sens pour eux. Et donc, je pense que vraiment, le nerf de la guerre, il est là. C'est-à-dire que c'est à la fois des projets qu'on suit très précisément. Je pense qu'il y a très peu de projets, en tout cas moi, que je ne regarde pas, que ce soit à l'école ou à l'agence. Mais en même temps, mon investissement se construit à travers des délégations très très fortes de gens qui s'investissent dans les projets. Peut-être juste parce qu'effectivement, on se ressource aussi avec l'autre. Parce que, voyons, à Londres, je donne des fois des cours de pâtisserie aussi. Et du coup, sur les formes qu'on puisse faire, la fabrication, les choses comme ça m'a appris beaucoup. Je donne aussi un peu de cours de fashion, de patronage. Donc du coup, là aussi, pour les formes complexes, ça m'a aidé beaucoup. Et là, effectivement, depuis 1 an, j'avais presque pas ouvert Rhino, mais j'ai fait un modèle 3D l'autre jour à nouveau. Mais tu réfléchis tout le temps, en fait, bien sûr. Donc ça tourne, je pense, où tu ramènes chaque chose, peu importe si c'est à l'école ou à l'agence, je pense. Je pense qu'on peut même dire, aller jusqu'au bout de cette question de l'altérité, c'est qu'on peut même penser que l'architecture peut devenir un prétexte, pas une fin en soi, juste un prétexte pour être ensemble et pour équilibrer, réussir à être ensemble. C'est un projet assez... on arrive souvent à cette conclusion à l'école et à l'agence, au plaisir de répartir cette force et cet élan à travers les projets. Ça pourrait être une très belle phrase de fin, mais ce n'est pas le cas. Parce que tout à l'heure, Claes, tu as dit, quand je suis à l'agence, je suis à l'agence, quand je suis à l'école, je suis à l'école, mais maintenant on est à Liège. Et on a quand même aperçu très rapidement le fait que tu avais peut-être préparé quelques slides, parce que je pense que, sans doute, je pense pas que je suis la seule de vouloir savoir plus sur le projet qui va être construit ici dans quelques années, où tu étais dans l'équipe lauréate. Et donc, est-ce que tu peux en parler un peu plus ? Merci. Oui, je pense, du coup, déjà, il faut que je dise, je ne sais pas si elle est là, ma collègue Anna Economou, qui a travaillé aussi sur le concours avec Office. Il y a eu plein de variantes aussi dans le concours, donc c'était assez intéressant, mais les choix de Office ont été pris assez vite. Ils avaient encore un double étage au départ pour la halle, pardon. Ça, c'est des croquis au démarrage et c'était très vite. On voulait avoir une solution assez économique pour pouvoir avoir suffisamment de place pour pouvoir construire facilement aussi. Et puis actuellement, donc, je pense que ce qui est intéressant, donc ça c'était la phase concours, avec les poutres et puis les dalles alvéolaires. Donc le rythme est resté assez pareil en fait, donc c'est une barre assez simple. Pas de contreventement visible dans ce projet-là. Il y en aura probablement sur les murs, sur les 2 côtés courtes au bout. Mais ça, c'est une évolution qui est en cours parce qu'en fait aussi avec la tour, donc vous voyez, je ne sais pas si c'est très clair en fait, mais donc là déjà le bâtiment, la barre est contreventé par l'immeuble derrière qui est adossé à la fois à la barre et puis à la halle et qui fait
pour laquelle on doit démolir un bout du bâtiment existant. C'était le point pivot qui aidait aussi à contreventer. Là, actuellement, c'est déjà un peu différent. Donc, il y a le mur en longueur qui est adossé ici derrière le bâtiment, qui fait office effectivement de contreventement. Il y en aura deux normalement de part et d'autre. On en discute encore parce que moi, j'aime pas trop les croix. Enfin, je sais pas si c'est à voir que je suis né en Belgique catholique, mais du coup, je sais pas, j'ai pas été chez le psychologue pour ça. En tout cas, donc ça c'est en débat actuel. Et puis sur le bâtiment arrière, donc le bâtiment où il y a la circulation, et sur le bâtiment principal, il y a deux grands débats qui ont commencé, qui avaient commencé en concours. Et puis avec le jury aussi, il y avait une remarque sur pourquoi pas l'utilisation de bois, par exemple, que nous on a très vite écarté, déjà pour des problèmes de coût, très simplement. Je ne vais pas inventer un autre argument. J'avoue aussi qu'en Belgique, la culture bois, elle est très peu existante et c'est pas très bien réparti, donc je me sens pas très à l'aise en Belgique en bois, très, très clairement. J'ai fait Casterley avec timber framing. Ça commence à faire un peu. Je fais là des tests à l'université de Gand pour des bâtiments modulaires. Waouh, ok, on a du chemin encore. Mais il n'y a plus de forêt en Belgique non plus, donc du coup, Donc ça, c'est un débat qui est venu avec l'empreinte carbone du bâtiment. Donc on a dit, pourquoi pas amener le débat plus loin, et donc d'où ta question sur les poteaux qui est intéressant, parce qu'on a regardé, est-ce que ça vaut pas la peine de faire des poteaux plus grands, mais avec moins d'armature au niveau carbone. Donc c'est une piste de recherche qu'on a menée, parce qu'en fait, on fait pour chacun de nos projets maintenant, on ne le vend pas comme une activité, mais en fait, depuis un an, avec les associés, on a décidé que tous les bâtiments qu'on fait, on doit calculer l'empreinte carbone à l'agence et faire des comparatifs. Et donc, on met sur un site web interne les résultats aussi. Il y a eu un grand débat aussi avec le décalage par rapport au bâtiment ici, parce qu'on était trop proche. Et donc, du coup, il y a le balcon qui va être juste devant. Donc il y avait la question des poteaux plus larges, plus grands, que tout d'un coup, Office a dit « Ah non, mais franchement, ça nous intéresse. Ça impose un rythme, ça nous va très bien architecturalement. » Donc c'est à la fois architectural et à la fois structurel. La façade a bougé aussi pour l'instant dans le débat. Donc je dis déjà, c'est des modifs qui sont en train d'être discutés. Je ne vais pas dire qu'il y a des choix qui ont été pris. Donc il y a là c'est un détail, on ne le voit pas très bien, mais c'est peut-être pour le mieux aussi. On n'est pas au bout encore, mais je vous dis juste, il y a des variantes qu'on recherche sur béton coulé sur place, bas carbone, un béton en préfa avec des planchers ourdis et avec un système de poutres vidées à l'extérieur, une sorte de balcon épaisse, continu, une sorte de poutre épaisse pour le balcon, qui est en porte-à-faux et qui aiderait à améliorer le moment fléchissant des poutres qui sortent depuis l'intérieur. Donc c'est une réflexion structurelle, mais aussi architecturale. Et on a fait le comparatif sur les empreintes carbone. Donc il y a une solution mixte, là vous le voyez, donc c'est hybride bois-béton, entièrement en bois, qui avait beaucoup de désavantages aussi pour différentes raisons. Dans le comparatif où on est béton et avec les ourdis, finalement, vous le voyez, les chiffres, bon, il faut le dire, c'est les fiches FDES on peut toujours débattre, mais au moins, c'est jamais exact, donc on ne va pas dire ça. Mais quand je vois entièrement en bois où je suis à 304 000 kg CO2, avec la variante béton préfabriqué, je ne suis pas aussi loin que ça. Il faut savoir aussi, la discussion ne s'arrête pas là. Parce que dans le concept du concours, on a aussi de la ventilation naturelle et une certaine inertie, ce que nous, on ne peut pas avoir avec le bois. Donc le débat, finalement, elle s'est arrêtée assez net pour l'instant, où on a dit, écoute, il n'y a pas trop de débat, en fait. Si on veut créer les volumes dans un budget, avec certaines optimisations possibles sur l'empreinte carbone et le concept de ventilation naturelle, on n'y arrive pas avec le bois.
Enfin, c'est très simple, mais je trouvais le débat super intéressant. Et je ne dis pas que c'est arrêté. Je pense, on verra ce que ça donnera par la suite, mais c'est quelque chose. Enfin, on verra ce que ça donne. Pour la halle, on est encore en train de faire différentes variantes aussi. On l'a fait une fois en bois, on l'a fait avec des poutres sous-tendues, on a plusieurs variantes. On n'est pas décidé encore, donc ça risque de changer encore quelques fois. Et finalement, bon, ça reste pour l'instant encore un peu l'image qui était du concours. Et donc la poutre de rive, elle a changé. Donc c'est plutôt dans l'autre direction maintenant. Pour finir avec une sorte de balcon plus épaisse qui a la hauteur de cette poutre continue en quelque sorte. Et ça donne une hiérarchie qui allait bien apparemment de ce que j'ai pu comprendre aussi avec pour qu'on puisse voir le bâtiment derrière encore, qui a la lumière. Enfin, c'est un langage aussi architectural, donc de ce que j'ai compris. Bon, ça c'est les évolutions pour l'instant, donc je vous dis rien n'est fixe, mais c'est intéressant je trouve. Merci beaucoup pour cette explication. Justement, on ne savait rien encore sur la question structurelle du bâtiment. Maintenant, ça devient un peu plus clair. Enfin, on voit dans quelle direction vous faites la recherche. En fait, je regarde en même temps aussi un peu le temps. Oui. Juste pour le bâtiment derrière de circulation, on essaie aussi de voir si on fait tout en briques récupérées, par exemple, et structurelles. Donc pour éviter aussi, bien sûr, d'augmenter l'empreinte carbone. Donc il y a plein de pistes comme ça qu'on teste, en fait. Justement, au lieu de poser des questions, moi ou Vincent, moi j'aimerais bien poser la question à la salle. Est-ce que vous avez des questions ou des remarques? J'aurais une question un peu structurelle concernant le bâtiment. Est-ce qu'il a été étudié afin qu'il puisse reprendre les problématiques actuelles telles que les séismes, les inondations? Alors je sais qu'on n'est pas très loin ou un peu loin de l'eau, mais niveau structurel. Le séisme en Belgique, enfin, pour ce qui me concerne, c'est quasi inexistant, donc ça va. Et en fait, il faut savoir, si vous regardez la plaque de la Belgique, même d'ici quelques millions d'années, elle risque pas trop de bouger, en fait. Donc, enfin, sur l'échelle tectonique, la Belgique est plutôt bonne, en fait. Donc là, on n'a pas trop de problèmes. Sur l'eau, c'est juste les caves pour l'instant qui sont protégées. Pour le reste, enfin, et même le rez-de-chaussée, même si ça s'inonde, c'est pas très grave en fait. Je veux dire, c'est pas des pièces nobles en quelque sorte comme ça qui poseraient problème. Et même, juste pour vous, si même il y aurait de l'eau assez haute, ce qui peut être problème quand il y a un bâtiment trop léger, que ça repousse vers le haut, cette poussée hydraulique, on n'a pas trop, et puis on a suffisamment de poids du bâtiment aussi. Donc Mais merci pour la question. Une autre question? Oui. Oui, bonjour, du coup. Oui, je me demandais, par rapport à tout ce qui est les descentes de charge avec les colonnes, les poutres, sur toute la hauteur du bâtiment ici, je me demandais en fait si structurellement parlant, ça a été pensé, disons, précisément pour reprendre tous les efforts de la structure, ou s'il y a eu aussi une volonté du bureau office de jouer sur... J'ai compris, donc il y a eu cette histoire de l'épaississement de la colonne pour économiser de la matière, mais aussi par rapport à les poutres et les colonnes, est-ce qu'il y a eu en termes de rythme une volonté purement structurelle, donc on a le nombre de poutres et de colonnes qu'il faut pour supporter la structure, ou est-ce qu'on a aussi pu jouer là-dessus pour créer quelque chose architecturalement aussi, parce que là je vois sur l'image que je pense voir que depuis une salle du premier étage, on voit les poutres qui sont visibles, donc c'est quelque chose qui est aussi intéressant en termes de spatialité. Très bonne question. Enfin, dans l'image ici, c'est du concours, donc ça a déjà changé un tout petit peu. Et puis ce que vous voyez en perpendiculaire, c'est des traces de lumière en fait. Donc c'est pas les poutres, parce que c'était dalles continues. Mais pour le dire simplement,
sur le niveau fonctionnel, il y avait une trame qu'effectivement que Office avait choisie qui pourrait faire sens à leur avis pour répondre au programme, très clairement. Après, on a proposé plusieurs autres variantes pour trouver un entre les deux, en fait, au niveau concours, pour effectivement répondre à la hauteur des poutres, des choses comme ça, en fait. Donc, mais très clairement, et ce qui, dans votre question, apparaît très bien, il y a un choix fonctionnel qui règle beaucoup le système et la trame de poutres et de poteaux. Parce que, enfin, in fine, si vous auriez eu besoin d'une salle de 20 mètres de portée, on aura trouvé une autre trame, en fait. Donc, très clairement. Après, on a optimisé, effectivement. Et puis, on a plus, comme je dis, on a proposé d'autres variantes parce que sinon, la poutre était peut-être trop grande. Maintenant, on a changé de direction. Et donc, la trame s'est resserrée un tout petit peu par rapport au concours. Donc, c'est un tout petit peu différent. Et la taille des poteaux, parce qu'on a proposé, en fait, ce qu'on fait toujours, c'est comme l'étude paramétrique. On a à la limite 5 différents poteaux qu'on leur propose. Donc, il y en a un qui fait, par exemple, 20 sur 20 avec un béton C70. Il y en a un qui fait 35 par 35 avec un C3037. Enfin, on le propose aussi en métal, on le propose en bois, et puis on regarde ensemble. Ici, pour le cas échéant, ce que je trouvais intéressant comme nouvelle argumentation, c'était l'empreinte carbone. Ce que, j'avoue, on ne l'avait pas fait encore comme ça. Donc, on a fait des poteaux plus grands, il me semble qu'ils sont 50-50 sur le dernier, mais sans presque, enfin, dans l'Eurocode, il faut toujours 4 petites tiges d'armature aux angles. Donc, enfin, donc, ne vous trompez pas, il y a de l'armature. Hein. Ça existe, des poteaux sans armature. Tu peux le faire, mais c'est pas si évident dans l'Eurocode. Donc, c'est... Oui, bon... En Suisse, tu peux le faire, par exemple. Hein. On n'est pas dans l'Eurocode. Mais donc, la question, clairement fonctionnelle, première. Deuxième, on optimise, on propose et on regarde à nouveau architecturalement. C'est une sorte de boucle qui revient quelquefois. Une dernière question. Ah, oui, il y en a 2. Allez, 3. Oui, oui. Oui, bonsoir. Donc, tout à l'heure, vous avez mentionné l'utilisation d'intelligence artificielle pour des recherches. Est-ce que dans le cadre de ce projet, il a été question d'utiliser justement de l'intelligence artificielle pour faire différents essais à un moment de la conception? Non. Super. Une autre question là et là. Ouais. Moi, j'ai une question. Pour un exemple, vous avez montré des peintures de Malevich et de Mondrian. Et en fait, je me demande comment est-ce qu'on prend des références très abstraites pour en faire quelque chose de très concret, et en quoi est-ce que c'est pertinent? Super question. C'est carrément pas très évident, mais c'est pour ça que c'est une méthode que je connais uniquement avec Office d'ailleurs. Hein. Donc je l'ai avec personne d'autre, mais Carson l'avait même envoyé comme SMS, comme texto pour RTS. Et comme j'ai dit, j'y comprenais rien. Après, on a parlé d'aimants, des choses comme ça. Et tout d'un coup, après, quand on s'est mis sur le plan, comme ce débat avait lieu, j'ai commencé à regarder, mais attends, il parle de pôle d'attraction, comment je peux traduire ça? Donc, je commence à interpréter. Et en fait, ce qui est très beau, parce que si on se fie à une image, bien sûr que ça ne peut pas marcher. Non, c'est l'interprétation de l'image qui commence à être intéressante. Et une traduction littérale, enfin, il faut le dire, Office, ils sont assez malins aussi, ils jouent un peu sur cette idée, à la fois, il traduit une image littéralement, c'est un cercle, mais à la fois, pas du tout. Et donc, du coup, c'est un peu... Parce que si on serait dans le postmodernisme, on serait resté sur le cercle pur et dur, basta. Mais ça, c'est pas le cas du tout. Et c'est pour ça qu'il faut aller interpréter beaucoup plus loin, effectivement. Donc moi, je peux l'utiliser comme une sorte de guide rouge, enfin une ligne rouge dans la réflexion, dans le débat,
Ou si je ne l'utilise pas, ben je ne l'utilise pas, ce n'est pas le problème. Enfin, on va trouver, et puis peut-être il y a d'autres choses. Et je viens de passer par l'exposition que vous avez montée pour l'école. Il y avait les installations de Richard Venlet, un artiste donc les meubles qu'on voit un peu, qui travaille énormément dans les concours aussi avec Office. Et donc, l'échange d'images comme ça, il y a Richard qu'on envoie un autre, à la limite, moi j'en envoie un autre, ou peut-être même quelque chose de calculé, parce que, je travaille comme ingénieur. Et quand il y a une image avec des couleurs qui sortent, ça leur inspire aussi. En fait, c'est juste assez, sur RTS, c'était assez incroyable, parce que les deux images étaient vraiment presque avant toute production architecturale. Et Carson avait une histoire, comment il travaillait sur les lignes, donc il travaillait déjà dans sa tête, et c'était son expression à lui, comment il comprend le projet. À moi d'interpréter, bien sûr, mais c'était assez fort. Et il travaille avec d'autres artistes comme ça. Hein. Quand tu travailles avec Carson et David, ils sont très proches de l'art, et leur interprétation ou leur réflexion est assez large dans ce sens-là, en fait. Donc, est-ce que ça répond un peu? Oui. Enfin, Belle question, belle réponse, je pense. Il y avait encore une dernière question là, et après, on va se terminer là. Bonsoir, vous avez beaucoup parlé de culture de projet ce soir. Vous avez cité des outils comme le dessin, la maquette et les différentes itérations qu'on peut obtenir avec une simulation Grasshopper, par exemple. Chaque outil, il offre des possibilités, mais il a aussi forcément parfois des angles morts. Il y a des choses qu'on ne peut pas dessiner, qu'on ne peut pas modéliser. Et moi, ce que j'aimerais savoir, c'est quand vous êtes à concevoir, quand vous vous apprêtez à faire du projet, vous dites je vais me mettre à dessiner parce que le dessin va me permettre de représenter telle chose. Et est-ce que vous êtes conscient aussi de ce que le dessin ne peut pas représenter? C'est une très belle question. C'est une question conceptuelle, c'est une question de concepteur à l'origine de tout. En fait, vous posez la question de comment on commence, de comment on prend des décisions, comment on est conscient de son travail et comment on est conscient de ce qu'on ne sait pas faire, de ce qu'on ne maîtrise pas. Ça, vous savez, je crois qu'on essaye de se raconter beaucoup de choses, on explicite des choses, mais en fait, nos métiers, nos disciplines, elles amènent aussi à énormément d'humilité. C'est-à-dire qu'on comprend très vite que non seulement on ne maîtrise pas tout, non seulement que les forces sont beaucoup plus grandes que nous, mais je crois que l'objectif de la conception, c'est de trouver non pas un chemin qui nous permettrait de nous rassurer en maîtrisant l'ensemble des éléments qui sont autour de nous, c'est impossible, mais de nous garantir un chemin qui défend quelques qualités qu'on a envie d'enfermer dans le projet. Et du coup, on choisit les outils qui nous permettent de garantir ces qualités-là qu'on identifie et pour lesquelles on se bat. Ça, c'est la première chose. Puis il y a la deuxième chose, je crois que c'est pas loin de ça, c'est que quand vous évoquiez tout à l'heure le fait de commencer à dessiner, donc il y a une part qu'on ne maîtrise pas. Puis il y a une autre chose qui est très belle en conception, c'est la sérendipité. C'est-à-dire que c'est cette vigilance que vous apprenez à avoir, où vous cherchez quelque chose en maquette, en dessin, par l'ordinateur, mais vous restez vigilant sur le fait que des fois, en cherchant une chose, vous découvrez autre chose, vous faites surgir quelque chose d'inattendu. Et guetter l'inattendu, c'est un peu le contrepoids à tout ce qu'on ne contrôle pas. Il y a d'un côté ce qu'on ne contrôle pas, et il y a de l'autre côté ce qu'on fait surgir de façon inattendue. Et donc de rester extrêmement vigilant à des fois prendre un chemin qu'on n'avait pas forcément envisagé au début. C'est un peu ce qui se passe dans les relations et dans la transversalité. C'est-à-dire qu'une question que classe va nous poser ouvre des chemins un peu inattendus.
Oui, je veux juste rajouter, parce que effectivement, par l'expérience, on va voir nos limites aussi dans certains domaines. Hein, donc ça, c'est l'avantage à devenir plus âgé. Parce que du coup, on fait l'expérience, mais par expérimenter tout le temps des nouvelles choses, en fait. C'est pour ça aussi, je challenge les étudiants à travailler en échelle 1, par exemple, ou même dans Caramba, pour pouvoir faire des calculs, parce qu'ils doivent le voir. Tu n'as pas le droit comme architecte de rester les yeux fermés. C'est pas possible. Donc du coup, ça c'est une chose que, et par l'expérience, on se fie aussi à nos outils. Le danger est effectivement qu'on est aveugle à ce que donne l'influence. Il y a plein de textes qui sont écrits les derniers 30 ans sur l'influence de CAD sur notre production architecturale. On dessine tous des boîtes rectangulaires parce que AutoCAD n'est capable qu'à des boîtes rectangulaires. C'est quand même un peu catastrophique, quoi. Non ? Et puis Revit, ça ne va pas aider. Ça ne va pas forcément nous donner. Et donc, effectivement, vous avez raison, la limite de nos outils, elle est dangereuse. Mais il faut, du coup, pouvoir étendre ce domaine par l'expérience, l'expérimentation. Enfin, là, on a fait une sculpture de 15 mètres de haut en barre de verre dans le Palais Royal. Je vous invite tous, ça reste encore un mois, c'est hyper complexe. Et à Paris, pardon, oui, et on a fait que par les tests. Parce qu'en fait, on ne croyait pas les calculs, par exemple. Donc, mes outils de calcul, et on a testé des barres, on a regardé les fiches techniques de Saint-Gobain sur le verre, ils ont dit, ça va porter, bam, 200 kilos. On a fini avec les tests à ce qu'une barre portait 580 kilos. Donc, il faut que je me fie à un autre outil. Et donc, il ne faut pas se limiter à juste rester sur un outil. Et comme Jean-Christophe le dit, par cette influence, tu peux découvrir des nouveaux chemins, en fait. Et puis, moi, par contre, et on a un problème dans l'enseignement des ingénieurs où, normalement, un ingénieur civil n'est pas appelé à faire des dessins, enfin, à la main. Donc, à Londres aussi, on donne des dessins de nus, parce qu'il faut qu'ils apprennent à dessiner. Parce que le premier acte pour comprendre un problème, c'est de pouvoir le discrétiser à quelque chose que tu maîtrises. Et discrétiser, c'est une représentation. Et, enfin, Vincent, tu me dis si j'ai tort, mais la plupart des problèmes en structure, c'est un problème de 2 dimensions. C'est pas beaucoup plus compliqué qu'une poutre sur 2 appuis. Et donc, du coup, tout se retrace à un problème. Si tu le comprends, ce que tu es en train de faire par le dessin, et c'est ça la beauté aussi, la discrétisation par le dessin que tu puisses arriver à faire, est incroyablement puissant pour structurer la réponse, en fait. Parce que s'attaquer directement à un ordinateur, j'avoue, il y a très 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 peu de gens, j'en ai vu quelques-uns qui sont capables, mais il y en a très peu qui sont capables de le gérer et tout de suite mettre une idée par l'ordinateur, la complexité. C'est très rare aussi. Je crois que ça, c'est un très beau plaidoyer pour continuer l'expérimentation, continuer à dessiner, ne pas être enfermé dans votre ordinateur et vos dessins que vous faites, mais d'essayer peut-être des outils que vous n'avez pas l'habitude de faire. Et je voudrais bien terminer là, en remerciant Jean-Christophe et Klaas, et évidemment aussi Vincent, et vous d'être là pour cette deuxième rencontre. Un très grand merci pour